Il est un garçon sans talent qui intègre un lycée d'élite et se retrouve à vivre avec 3 sœurs géniales tout en essayant de réaliser le dernier souhait de sa mère. L'histoire commence avec Yu, un garçon d'une ordinaire banalité, transféré à la Seika Academy of the Elite, uniquement parce que sa mère était une légende, une ancienne élève de l'établissement. Yu monte sur le ring de boxe et se fait complètement battre par le vice-capitaine du club d'arts martiaux, qui le traite de faible bon à rien. Voyant sa piètre performance, le public ne se prive pas non plus de le couvrir d'insultes. On se demande comment quelqu'un d'aussi inexpérimenté peut être le fils de Tsubara Hayes. Yu se relève, essayant de se remotiver en pensant à sa mère décédée, dont la beauté et les talents d'actrice étaient admirés dans le monde entier. Tsubara était si douée qu'elle a été major de sa promotion dans une prestigieuse université internationale. Son adversaire, dans un étrange geste d'encouragement, tente de réveiller quelque chose en Yu, affirmant que les 3 reines de l'école attendent de voir la puissance cachée en lui. Mais Yu persiste à dire qu'il n'a jamais fait de sport ni reçu aucun entraînement, pourtant tout le monde continue de placer ses espoirs en lui. Frustré, il crie la vérité évidente qu'il n'est pas sa mère et se rue sur l'entraîneur dans ce qui ressemble à une explosion spectaculaire d'énergie insoupçonnée. La foule se prépare, attendant quelque chose d'énorme, mais Yu ne lui assène que quelques légers coups qui ne font même pas broncher l'entraîneur. L'entraîneur s'énerve et le projette au sol, montrant cruellement une fois de plus que Yu n'est qu'une déception. Tous ceux qui avaient placé leurs espoirs en lui reçoivent une douche d'eau froide. Mais ce n'est rien de nouveau pour Yu. Il porte ce poids depuis sa naissance. Yu sourit alors et lance une pique à l'entraîneur, lâchant une phrase un peu maladroite sur la façon dont plus quelqu'un est ordinaire, plus il est obsédé par le talent comme s'il s'agissait d'un saint Graal. Pendant une seconde, l'entraîneur perçoit une étrange étincelle dans les yeux de Yu, une intensité familière qui reflète le regard d'une actrice de premier plan. Il se rend compte que Yu n'a probablement pas réussi à maîtriser les compétences de Sabara, mais il est indéniable qu'il a hérité de sa beauté. Pourtant, l'entraîneur écarte cela d'un revers de main tandis que Yu s'éloigne. À ce moment-là, son assistant arrive en courant, lui rappelant que la famille royale surveille ce jeune débutant de près. Ce petit rappel le fait finalement perdre ses moyens, et il décide de lui inculquer le talent de force, levant le bras pour asséner un dernier geste ferme destiné à le remettre sur le droit chemin. Mais juste avant que le coup ne porte, une combattante aux cheveux orange surgit de nulle part et envoie l'entraîneur valser, le qualifiant de honte pour les arts martiaux pour avoir attaqué des amateurs. Tout le dojo l'appelle capitaine. Puis, une femme aux cheveux bleus et une autre aux cheveux verts font une entrée remarquée, exigeant de savoir comment le fils de l'actrice a réussi son examen. La bleue est Kazuki, assez célèbre pour que ses billets de spectacle disparaissent avant même d'être mis en vente. La verte est Miwa, la plus jeune championne. Détenteur au shogi, car apparemment, certains trichent avant la puberté. Quant à la combattante aux cheveux orange qui a surgi plus tôt, il s'avère qu'il s'agit de Nico, du programme sportif, une championne d'arts martiaux avec un palmarès impeccable et un ego à la hauteur. La foule devient folle, car ces 3 reines du drame ne sont autres que les prétendues 3 royales du lycée. Kazuki s'avance et demande des nouvelles des résultats du fils de Sabara, espérant pouvoir en faire une 4e royale, mais l'entraîneur le déçoit en qualifiant le garçon de débutant médiocre dont le talent est probablement négatif. Les 3 filles brillantes disent carrément à notre jeune homme qu'il n'a pas sa place dans leur lycée. Yu sort un papier brillant et leur dit que cela lui est égal car il a déjà décidé de rejoindre le programme d'enseignement général. Les 3 filles ont l'air d'avoir entendu un mythe car aucune d'elles ne savait même que leur lycée proposait une telle option, et avant que le jeune homme puisse s'en aller avec la dignité qu'il lui reste, il se retrouve à nettoyer le dojo, car les perdants, apparemment, doivent faire le ménage. Le soir, lorsque le capitaine Nico et son équipe arrivent au dojo pour leur entraînement, ils poussent tous des cris de surprise. L'endroit est d'une propreté impeccable, chose inhabituelle. Il semble que les habitués du dojo n'aient jamais vu cela. Sur le chemin du retour, Yu se demande silencieusement pourquoi il a toujours accepté d'être considéré comme une déception. Enfant, il aspirait à la reconnaissance dont sa mère bénéficiait, mais il a vite compris que si sa mère était un prodige, lui n'était qu'un anonyme. En explorant divers talents, il s'est progressivement éloigné d'elle. Il y avait ce rôle de femme au foyer qu'elle avait joué dans un téléfilm, un rôle bien en deçà de son talent, mais qu'ils ont tous deux adoré. Lorsque sa mère a été atteinte d'une maladie grave, ils ont évoqué leur scène préférée de la série, le dîner de famille en fin d'épisode. Ce fut la première fois depuis des années que sa mère s'ouvrait vraiment à lui, et Yu comprit alors qu'elle avait toujours rêvé d'avoir une famille aussi chaleureuse et merveilleuse que celle de la série. Malheureusement, ce petit moment de bonheur ne dure pas longtemps, et la dame finit par décéder après avoir demandé à son fils d'aller se trouver une famille heureuse. Le garçon fait ses bagages, et espérant compenser tout ce qu'il a manqué avec sa mère, il se rend chez Mikado.
Le propriétaire du manoir lui envoie les clés avec une note lui disant qu'il peut entrer discrètement quand il veut. En entrant, il est complètement émerveillé par l'immensité des lieux. Il se demande qui est ce monsieur Mikado, et juste au moment où il s'assoit pour déballer ses affaires, Nico arrive, prête à l'attaque, déterminée à maîtriser celui qu'elle prend pour un cambrioleur. Notre jeune homme tente de s'expliquer, mais la dame, maladroite, glisse et tombe de tout son long comme dans une comédie bon marché. Yu profite de ce moment pour la taquiner, lançant qu'il arrive même au prodige de tomber, puis lui jette une serviette comme pour faire une œuvre de charité. À ce moment-là, Miwa et Kazuki arrivent et demandent ce que fait ce garçon dans leur maison, et Nico s'empresse de souligner qu'il s'agit clairement d'un cambrioleur. Alors que notre héros tente de comprendre pourquoi ces personnes de la haute société sont là, il reçoit un appel de Mikado lui-même. L'homme lui demande s'il a trouvé l'endroit et explique que sa défunte mère était non seulement son amie, mais aussi sa bienfaitrice, raison pour laquelle il lui rend maintenant l'appareil. L'homme mystérieux ajoute ensuite qu'il a oublié de lui dire qu'il a 3 filles et demande au garçon de s'entendre avec elles. Yu se tourne vers les sœurs, se souvenant du souhait de sa mère avant sa mort, et commence à penser qu'il doit maintenant réellement fonder une famille avec les 3 filles Mikado. Pour lui, toute cette situation ressemble à un rêve. Vivre avec 3 charmantes jeunes filles semble une bénédiction divine. Les filles, cependant, ne semblent pas très enthousiastes à l'idée, mais puisque leur père décide, elles n'ont d'autre choix que de se plier à la situation. Néanmoins, le garçon réussit à se reprendre et se représente correctement. Espérant mieux les connaître. À ce moment-là, le garçon réalise quelque chose de terrifiant. Tout le manoir ressemble à une porcherie déguisée en maison, recouvert de saleté partout. Apparemment, Kazuki était responsable de la vaisselle, mais elle a trouvé une excuse peu convaincante en prétextant manquer de temps. En vérité, elle a essayé, mais a fini par casser toute la vaisselle et a abandonné par frustration. Pendant ce temps, Miwa et Nico devaient s'occuper du linge et du nettoyage, mais à voir leur apparence et leurs mouvements, elle semble être le genre de désastre qui a besoin d'être nettoyé lui-même. Après avoir été taquinée sur un point sensible, les filles changent rapidement de sujet et commencent à rabaisser le garçon en mentionnant son piètre résultat de 45 au test d'aptitude, bien que Yu ne laisse pas passer cela et se moque d'elle en corrigeant le score à 42. Alors que les 3 continuent à se chamailler et à se lancer des reproches inutiles, elle regarde autour d'elle et remarque lentement que tout brille soudainement comme le hall d'un hôtel 5 étoiles. Il s'avère que, pendant qu'elles perdaient leur temps à bavarder, le garçon s'est transformé en une sorte d'as du nettoyage. Le lendemain matin, notre garçon se réveille. Espérant mieux connaître les jeunes femmes pendant le petit déjeuner, puisqu'il n'y a pas école aujourd'hui. Il compte se reposer un peu, mais cette idée est vite abandonnée à cause de tremblements de terre incessants qui secouent toute la maison, causés en fait par Nico brisant des tuiles à main nue dans son dojo personnel. Après avoir assisté à cette scène étonnante, il va voir les autres. Miwa est occupé à jouer au shogi et à discuter avec une IA, tandis que Kazuki semble diriger un laboratoire, jetant des ingrédients aléatoires dans un mixeur et préparant un milkshake suspect qui pourrait être soit toxique, soit mortel. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, Kazuki se moque de lui et dit que c'est simplement leur version de la routine matinale, comme le fait de se brosser les dents pour lui. Alors que Yu propose un dîner ensemble, l'aînée des sœurs Makedono lui demande de s'occuper de la maison car elles seront toutes occupées avec leurs emplois du temps chargés et leurs répétitions. Il se tourne alors vers Miwa pour l'inviter à déjeuner, mais elle est déjà en train de boire son jus, probablement en carburant son cerveau avec tout ce sucre. Besoin. Se sentant écrasé, le non prodige dans une maison pleine de génie se dirige vers la cuisine, pensant à combien cela ressemble à ce qu'il vivait avec sa mère, qui ne cuisinait que pour elle-même. Montrant à quel point les prodiges peuvent être égocentriques, il se demande comment il a échoué à se connecter à sa propre famille, et pourtant a pensé pouvoir réussir cela avec des inconnus, juste au moment où il s'assoit pour prendre son petit déjeuner. Nico entre, bien qu'elle ait clairement envie de manger tous les mets soigneusement préparés, elle se maîtrise et prétend que c'est un repas déséquilibré pour elle. Yu commence à lécher la nourriture pour la tenter, mais elle se plaint bruyamment de l'excès de glucides et de lipides, ajoutant qu'il lui faut encore au moins 20 grammes de protéines ainsi que de la vitamine B. Yu trouve ridicule qu'on doive calculer les nutriments avant de manger. Nico explique que pour elle, bien manger est aussi important que l'entraînement. Alors que les filles se préparent à partir, il se souvient que sa mère suivait différents régimes alimentaires selon le type de tournage qu'elle avait. Quand les jeunes femmes se précipitent vers la porte, il apparaît soudainement derrière elles et leur dit qu'elles ont oublié quelque chose, ce qui instantanément leur glace le sang, et elles se mettent à tout vérifier paniquées tout en se disputant sur ce qui manque, alors qu'il voulait simplement leur souhaiter une bonne journée. Même si elles trouvent cela inutile, les filles finissent par rougir en allant à l'entraînement et se sentent étrangement un peu heureuses. Pendant ce temps, Yu passe à la vaisselle, et au beau milieu, il reçoit un appel du mystérieux monsieur Mikado.
L'homme l'informe qu'il sera peu disponible en raison de ses responsabilités, laissant ainsi Yu seul avec les 3 filles. L'oncle lui demande ensuite une faveur, lui disant qu'il devrait soutenir ses filles car elles vont bientôt faire face à leurs propres difficultés. Selon lui, le simple fait d'être là pour elles serait suffisant pour les aider à s'ouvrir. Son futur beau-père détaille les problèmes de chacune des sœurs. Tout d'abord, Kazuki a une audition importante. Nico va se battre pour la première place aux championnats nationaux de karaté, et Miwa doit défendre son titre lors d'une partie de shogi. En apprenant que ses chances augmentent considérablement s'il réussit à aider les filles, Yu est vraiment enthousiaste et raccroche. Après une profonde inspiration, Yu se demande ce qu'il, aussi inutile soit-il, avec la taille d'un chihuahua et l'intelligence d'un aspirateur, peut bien leur apporter. Il doute pouvoir aider ces prodiges qui ne prennent pas une minute de repos, même le week-end. Cependant, il réalise soudainement que si elles échouent, elles seront considérées comme des failures, comme lui toute sa vie, et pour éviter cela, il jure de ne jamais les laisser souffrir. Il commence par un voyage pour comprendre chacune des filles et gagner leur cœur avec des dîners familiaux chaleureux. Au coucher du soleil, Nico rentre de son entraînement, déprimée, lorsqu'elle se souvient soudain qu'un jeune homme vit sous le même toit. Yu prend un peu de soupe et la lèche avec charme, comme un nectar divin, ce qui fait battre le cœur de Nico. Il lui propose ensuite de goûter sa cuisine, mais elle le refuse avec suffisance, déclarant qu'elle n'a pas besoin de ses attentions. Après son bain, elle sort, rayonnante, et trouve le petit homme plongé. La zone prépare quelque chose de tellement bon que même les pierres le sentent de l'autre côté de la rue. Yu parcourt des dizaines de livres de recettes et retient chaque détail pour créer le dîner ultime, le voir travailler si dur même après qu'elle l'ait conduit plutôt agace vraiment Nico. Juste à ce moment, Miwa entre et Yu sourit comme un chef fier annonçant « Il va servir une soupe tellement bonne que ça lui fera frissonner de plaisir », le voyant agir comme un parfait idiot. Les filles pensent qu'il se vante encore une fois. C'est alors que Nico se souvient du bon vieux temps où les sœurs avaient un chef cuisinier privé qui préparait des repas 5 étoiles avec des ingrédients de première qualité, mais même les 5 étoiles refusaient de manger ce plat raffiné car il manquait sérieusement de nutriments, et elle ne mange que ce qui est bon pour son corps. Plus tard dans la nuit, la rousse est dans sa chambre en train de dévorer du Taco Bell comme une affamée, quand la curiosité finit par prendre le dessus, alors elle se faufile dans la cuisine, voit que Yu n'y est pas, et aperçoit un festin somptueux sur la table. C'est alors que Yu surgit de derrière et la surprenant avec une attaque nutritionnelle surprise et lui assène des faits comme la composition des repas, riches en protéines, vitamines et minéraux, plus que suffisants pour être en pleine forme, plus son ingrédient secret pour faciliter la digestion. Elle admet sa défaite et Yu s'effondre, épuisée après avoir passé la journée entière à discuter avec un expert en diététique pour concocter ce dîner parfait. Réalisant l'effort fourni, Nico rougit comme une tomate mûre et s'assoit enfin pour goûter. Dès la première bouchée, elle lui demande de transmettre ses compliments au chef. Yu, quant à lui, se demande s'il peut vraiment la dompter avec de la nourriture comme il apprivoise les chats dans Minecraft, mais son air niais la met visiblement mal à l'aise. Pendant ce temps, Miwa bave déjà devant le festin et tente de descendre discrètement pour grignoter, mais Yu la surprend et la bombarde de données nutritionnelles jusqu'à ce qu'elle abandonne et rejoigne la table comme une personne normale, apprenant que la nourriture a été préparée pour elle aussi. Le respect de Nico pour Yu atteint des sommets. Le toi. Miwa désigne la rare expression douce de sa sœur, remarquant que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu cet air, et observe aussi que Nico a pris quelques kilos. Nico rétorque que Miwa n'est pas non plus un mannequin, mais Miwa rit car tout le meilleur est en haut tandis que le reste alimente son cerveau surpuissant. Pendant que Yu regarde avec satisfaction ses sœurs discuter, Kazuki entre et est instantanément dégoûté de les voir manger ensemble à la table comme une famille modèle. Le seigneur du riz s'approche d'elle furtivement et lui fait savoir qu'il a du riz complet riche en B12 pour sa peau, ainsi qu'une marinade au saumon pleine d'antioxydants pour chasser la fatigue de sa longue journée de travail. Son argument est presque efficace, mais elle le rejette catégoriquement et refuse d'être charmée comme ses sœurs au caractère plus malléable. Nico rétorque et défend Yu, mais Kazuki précise clairement qu'elle n'est pas contre les moments en famille, seulement le fait de manger les plats d'une cuisinière ordinaire à la même table comme une famille normale ne convient pas à une princesse. Et juste. Ainsi, le dernier soupçon de fierté de Yu s'évanouit. Le voyant aussi désemparé, Nico lui prend l'assiette et commence à manger pour le remonter. Mais Yu se reprend immédiatement et la prévient fermement que si elle continue à prendre des portions supplémentaires, elle va vraiment devenir une peluche dodue. Miwa est perplexe quant à son envie qu'elle mange sa cuisine ou non, tandis que Nico est presque sur le point de s'évanouir de son manque de respect. Yu déclare poliment que c'est son travail de suivre tout ce qui entre ou sort de son corps, et ces termes extravagants la font presque exploser de gêne. 3 jours se sont écoulés depuis que Yu a emménagé chez les sœurs Mikadono,
mais malgré ses efforts acharnés, Kazuki refuse toujours de toucher quoi que ce soit préparé par ses mains impures, se souvenant de l'ordre de leur père de les aider à atteindre leur plein potentiel. Yu réfléchit à un plan. Pendant la pause, des cris aigus résonnent dans les couloirs alors qu'une foule de filles se presse autour de Kazuki-senpai, la couvrant des compliments insignifiants. Yu est bouche bée devant sa popularité, mais il se prépare et salue la foule avec un grand sourire. Les filles le reconnaissent instantanément comme ce bon à rien sans talent, et Kazuki lui ordonne de partir avant qu'il ne vienne ternir son aura divine par son énergie négative, le regardant d'un air glacial. Mais Yu la traite de méchante en annonçant qu'il a passé la nuit à essayer de la conquérir, et qu'il a quelque chose que lui seul peut lui offrir, et qu'elle va adorer, parlant bien sûr de sa cuisine. Les filles sont très embarrassées, alors Kazuki crie à Yu de cesser de tromper tout le monde avec ses paroles déplaisantes et jure qu'elle va lui faire payer ça une fois rentrée, ce qui aggrave la situation. Son armée de fans la bombarde de questions, alors Yu profite du chaos pour s'éclipser. Plus tard, Yu retrouve Nico pour élaborer une stratégie afin de conquérir Kazuki et est surpris de voir à quel point le club de karaté dépend d'elle. Mais dès qu'elle le voit, Kazuki se souvient de sa déclaration extravagante. Depuis la veille, et l'audace qu'il a de se montrer à nouveau la met hors d'elle. Ses admirateurs dévoués se demandent immédiatement qui ce sot croit-il être pour l'appeler par son prénom avec autant de familiarité, mais un regard de la reine démoniaque les fait fuir. Yu comprend rapidement qu'il ne s'en sortira pas indemne s'il continue ainsi, donc Miwa est officiellement sa seule carte à jouer. Ailleurs dans l'école, Miwa joue tranquillement au shogi sur son téléphone lorsqu'elle entend ses camarades de classe se débattre sur un problème. Elle fait quelques calculs rapides et dit brutalement qu'ils doivent vraiment manquer de jugeote s'ils ne parviennent pas à résoudre quelque chose d'aussi facile. Comme prévu, les filles s'en vont rapidement en gardant leur dignité, et Yu les regarde partir. Il entre en classe, mais après avoir senti l'humeur complètement différente de Miwa à l'école, il tempère son enthousiasme. Yu l'invite poliment à déjeuner avec lui à la cantine, mais elle lui dit de dégager. Quand Miwa réalise qu'il ne va pas abandonner, elle sort rapidement de la classe et il continue à la suivre. Autour de l'école, il la poursuit obstinément même après qu'elle lui a demandé de la laisser tranquille, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle rit joyeusement en courant comme si c'était une partie de cache-cache. Après avoir joué, le duo, visiblement peu sportif, souffle comme des chiens asthmatiques, et il remarque qu'elle semble être la fille silencieuse du cours. En entendant cela, elle avoue que les conversations peu intelligentes des lycéennes lambda lui sont insupportables car elle fait partie de la famille royale. Lorsque Yu dit qu'il la comprend, elle le regarde avec une confusion totale, se demandant comment c'est possible. S'asseyant avec une confiance absolue, il dit qu'il est lui aussi assez royal, ou plutôt royalement intellectuellement différent, et un échec royal malgré le charme hérité de sa merveilleuse mère. Il essaie de lui expliquer que la différence n'est pas vraiment une mauvaise chose, et au milieu de son discours motivant, Yu oublie de quoi il parlait, ce qui énerve vraiment Miwa, mais après l'avoir un peu taquiné, elle l'appelle un baka, son petit baka. En mangeant, Yu dit à Miwa qu'il est cherchant un moyen de convaincre Kazuki, car il est au bout du rouleau. Elle lui raconte que lorsqu'elle avait 3 ans, elle a vu sa sœur très heureuse quand leur mère lui a préparé un repas spécial. Mais c'est à peu près tout ce dont elle se souvient, ce qui laisse Yu complètement choqué car sa mémoire défaillante ne lui permet même pas de se souvenir de ce qu'il a fait 5 minutes auparavant. Mais avec ce seul indice, il retourne dans la cuisine et commence à imaginer les plats que sa mère préparait pour elle. Kazuki apparaît alors par derrière, ayant l'air épuisé, et lorsqu'il lui pose une question, elle s'effondre lourdement car elle a une forte fièvre. Plus tard, dans sa chambre, la jeune fille minimise l'incident, expliquant qu'elle était simplement fatiguée. Mais Miwa se brûle légèrement en touchant son front, et Nico essaie de lui appliquer un rafraîchissant tandis que sa sœur, têtue, résiste. C'est alors que Yu arrive avec un bol de porridge, ce qui la met tellement en colère qu'elle les rejette tous avant de pleurer seule dans son lit, accablée par sa faiblesse. Yu réalise qu'elle sait combien elle est fragile et qu'elle continue malgré tout ses répétitions sans faute. Il laisse la bouillie devant sa porte, mais après la 2e fois, elle la renvoie, il entre brusquement dans la chambre de la petite grincheuse et se fait réprimander. Mais en chemin pour le faire sortir, ses genoux lâchent et elle tombe au ralenti tandis qu'il reste là, prêt à lui servir d'amortisseur. Elle lui demande alors pourquoi il ne la laisse pas tranquille, et Yu rétorque qu'il veut qu'elle guérisse vite pour ne pas manquer les répétitions, et propose même de lui donner des cours particuliers. Kazuki doute sérieusement de ses compétences, mais il se vante d'avoir débuté à 2 ans et affirme sa supériorité en tant que senpai avec 4 ans d'expérience. Après avoir relu le texte, il prend le rôle de la princesse tandis que Kazuki joue le prince, mais dès que sa première réplique, plus raide qu'un piquet, sort de sa bouche, elle lui claque la porte au nez.
Notre jeune homme lui explique qu'il ne faisait que s'échauffer avant d'avouer que sa mère lui a obtenu d'innombrables auditions, et qu'il a échoué à chacune d'elles. Cela la met vraiment en colère, et elle dit au petit Nippo qu'il ne comprendra jamais ce qu'est le travail acharné, mais il revient le lendemain après avoir relu le texte. Pour être à nouveau rejeté. Le 3e jour, il revient après 10 répétitions, mais son jeu d'acteur épouvantable lui fait saigner les oreilles. Le lendemain, elle lui dit avec colère d'arrêter de la harceler, il admet sa défaite, tandis qu'elle se souvient des attentes élevées de son équipe pour porter le film grâce à sa performance impeccable. Kazuki décide de se lever au lieu de perdre son temps, mais lorsqu'elle voit Yu s'entraîner dans le salon, elle est vraiment surprise de voir à quel point il est encore mauvais malgré tous ses efforts, et cela la fait sourire. Le lendemain matin, elle entend à nouveau son jeu d'acteur amateur, mais cette fois elle décide de jouer le jeu. Dans ce moment sincère, Yu livre une performance brillante qui les choque tous les deux. Il est aux larmes, enfin fier de faire plaisir à sa maman, après 14 ans d'échecs, et Kazuki est ravi de voir ce grand gaillard si heureux pour une seule réplique. Cela la rend si heureuse qu'elle lui dit qu'elle laissera un simple kidam comme lui servir un repas, mais à une condition. Yu demande ce que c'est, mais elle fait la timide comme si elle allait lui montrer son historique de navigation en mode incognito, puis soudainement énumère une liste de choses qu'elle ne veut pas manger, ce qui fait réaliser à Yu qu'elle est trop gênée pour avouer qu'elle est difficile. Le lendemain, Miwa et Nico ont des crises simultanées en regardant Kazuki manger calmement la cuisine de Yuo avec satisfaction, et pensent que la fin du monde arrive. Yu la félicite pour avoir fini sa soupe comme une bonne fille, mais elle répond qu'elle mangera n'importe quoi sans carottes. C'est alors qu'il murmure qu'il y a mis des carottes râpées tout le temps et la laisse tremblante. S'asseyant, il soupire enfin de soulagement après avoir finalement réussi à faire apprécier ses plats aux sœurs. Cependant, il reçoit une grosse surprise le lendemain. Elles n'auront plus besoin de lui pour cuisiner, car les filles seront absentes la majeure partie de la journée pour s'entraîner pour leur grand jour. Il leur souhaite donc maladroitement une bonne journée, se sentant comme une femme au foyer qui vient de divorcer. Cela ne lui est pourtant pas nouveau, puisque sa mère était aussi absente des mois durant, ce qui explique justement pourquoi ils n'ont pas pu se rapprocher comme il l'aurait souhaité. Encore une fois, il reçoit un choc de réalité, comprenant que le fossé entre des génies comme eux et quelqu'un comme lui est trop grand, et même si leur père lui a demandé de les soutenir, il est perdu et ne sait que faire. Regardant par la fenêtre, il se souvient d'un petit mot que sa mère avait écrit à l'hôpital, souhaitant qu'il ait une famille heureuse, et c'est alors qu'il réalise qu'il ne sait même pas ce qu'est une famille heureuse. Soudain, il se souvient du spectacle dans lequel sa mère jouait le rôle d'une mère aimante dans une série familiale sans aucun drame, un pur exemple de gentillesse et de valeur familiale. Il regarde 6 volumes d'affilée, et arrive à la scène où sa mère joue le rôle le plus heureux de sa vie, son mariage. Mais il réalise que tout cela est fictif et que la famille dans laquelle il vit est le contraire total de ce que sa mère lui souhaitait. Juste à ce moment, les sœurs Mikadono rentrent à la maison et taquinent Miwa pour son désordre, car elle a l'air si épuisée qu'on dirait qu'elle revient d'une dure journée de travail. Elle trouve Yu en train de pleurer en regardant des films et se demande ce qui l'a ému autant. Miwa pense que c'est juste une autre émission familiale, mais au moment où Kazuki voit sa mère à la télévision, elle se rend compte qu'il est encore un enfant qui manque beaucoup à sa mère, même si Yu était simplement détendu. Avec un air sérieux, elle lui assure qu'il n'a pas besoin de travailler si dur et d'être un père au foyer pour donner l'impression d'être une famille, et Miwa la soutient. Nico ajoute qu'il est le bienvenu à être un parasite car elle ne s'attendait pas vraiment à grand-chose de lui au départ, mais cela le mettrait en colère. Yu avoue que s'il travaille si dur, c'est parce qu'il n'a pas essayé de créer des liens avec sa mère, pensant qu'elle était trop différente de lui, et que c'était une erreur qu'il a regrettée plus tard, alors il veut se connecter de cœur à cœur et refuse de manquer la chance de vivre une vie de famille heureuse avec elles aussi. Les 3 sœurs sont mal à l'aise dès qu'elles l'entendent dire « famille heureuse », et Nico murmure que les familles heureuses sont un fantasme qui n'existe qu'à la télévision, mais Tsundere lui fait quand même plaisir et demande comment ils peuvent être une famille, pendant que sur la télévision, le protagoniste propose à l'héroïne et l'embrasse, faisant pousser des cris au public. Après avoir regardé ça, Yu sent que les sœurs Mikadono le transpercent du regard avant de paniquer complètement face au petit homme. Plan fou. Kazuki refuse de voir la réalité, elle a même fantasmé sur le mariage un instant, tandis que Nico essaie de se convaincre qu'elle préfère s'entraîner plutôt que d'épouser un incapable, et Miwa pense avoir subi un lavage de cerveau à cause de la scène d'amour ridicule. Là-dessus, Yu déclare avoir déjà fait son choix et prononce le nom de Nico, la laissant figée. Il insiste en disant qu'ils doivent connaître leur date d'anniversaire. Les 3 sœurs sont prises de court lorsqu'il explique que Nico est dans la même classe, et qu'en tant que membre de la famille, il doit savoir si elle est sa petite sœur ou une grande sœur plus âgée. Cela laisse à nouveau les filles perplexes, et elles disent à ce parasite de rester à sa place. Plus tard, au bain,
Nico est toujours troublée lorsqu'elle entend un cri venant de la cuisine. Elle se précipite en pensant qu'il y a une intrusion, pour finalement le trouver désespéré parce qu'il n'y a plus de pain pour les sandwichs. Nico le réprimande pour ses larmes à propos de si petites choses, mais en réalisant qu'elle est pratiquement nue, elle s'enfuit, toute honteuse, et se jette sur Miwa. Sa sœur, plus cérébrale, remarque immédiatement qu'elle est un peu trop rouge. Quelqu'un qui vient de sortir du bain. Miwa commence à analyser tous les scénarios possibles qui auraient pu la rendre aussi agitée lorsque Yu arrive avec un tas de serviettes. Ses hormones déraillent dès que sa main touche la sienne, alors elle laisse tomber les serviettes et commence à le taquiner, ce qui fait croire à Yu qu'il est puni pour son hébergement gratuit, voyant Miwa avoir une crise hormonale comme elle. Nico lui demande si elle a aussi le béguin pour le petit chenapan, mais Miwa se concentre immédiatement sur le « aussi » et commence à la réprimander pour avoir avoué par accident. Pendant que Yu plie silencieusement les serviettes dans cette zone de chaos, observant les deux sœurs faire du bruit, Kazuki soupire et dit à ses petites sœurs de se calmer. Yu lui demande de l'aider à ranger une casserole sur l'étagère du haut, et la charmante princesse lui demande s'il a besoin d'autre chose après qu'elle ait fini. Quand Yu la remercie avec un sourire charmant, elle fait la fière, comme si cela ne l'avait évidemment pas fait fondre, jusqu'à ce que ses sœurs la surprennent et la taquinent, déclenchant une dispute animée à trois sur qui est la plus amoureuse. Finalement, Yu en a assez et leur dit d'arrêter car elles sont en famille. Et il avoue également ne pas comprendre leur dispute, laissant les filles le regarder avec une profonde déception. Après leur départ, il soupire et remarque alors qu'elles ont laissé le salon complètement sans dessus-dessous. Pendant le nettoyage, Yu réfléchit tranquillement que la vraie vie ne sera jamais aussi parfaite qu'à la télévision. Même ainsi, le dîner qu'ils ont partagé reste un souvenir précieux. Il se surprend à souhaiter une vie heureuse avec elle, et c'est alors qu'il tombe sur un trésor inattendu, une photo du trio Mikadono enfant, adorable petit. Il est immédiatement submergé par leur charme et se demande comment elles en sont arrivées là. Il aimerait les prendre en photo à nouveau sous le cerisier en fleurs, et décide de se renseigner sur qui a oublié la photo. Mais lorsqu'il interroge les sœurs, les trois lui claquent immédiatement la porte au nez. Cela ne fait que renforcer les soupçons de Sherlock sans abri qu'une d'elles cache quelque chose, et si quelqu'un garde cette photo, cela signifie qu'au fond, l'une d'elles regrette le bon vieux temps comme lui. Cependant, le lendemain matin, les trois sœurs prennent des chemins différents, interrompant son enquête. Enquête avant même son commencement. Néanmoins, il est impressionné d'apprendre que ces prodiges voyagent dans tout le pays et décide d'approfondir la question des lieux où se déroulent leurs événements. Et c'est là qu'il trouve la bonne piste. Plus tard dans la soirée, Yu réchauffe du lait pour aider Kazuki à mieux dormir, mais Miwa et Nico semblent visiblement agacées car elles ont oublié de réserver une chambre d'hôtel. Comme sur commande, leur soirée sous le signe du sarcasme ironique est interrompue par la révélation qu'il a déjà réservé un hôtel pour elles. Il leur remet 2 plans distincts et leur souhaite avec malice un agréable séjour car il a choisi un établissement 5 étoiles pour elles. Miwa n'est pas très enthousiaste et boude en disant qu'elle ne pourra pas passer 2 jours à manger de la nourriture médiocre, et Nico est d'accord. C'est alors que le malicieux petit démon lui demande si elle veut dire qu'elle ne peut même pas passer une seule journée sans lui, ce qui fait rougir ses joues plus que des roses. Le lutin suffisant sourit largement et dit qu'il est heureux de les rejoindre. Plus tard, au tournoi de shoji, Miwa domine son adversaire avec aisance en quelques secondes, laissant tout le monde stupéfait par son talent brut. Sur le chemin de la sortie, une femme l'informe que son prochain match sera contre un maître de 4e année. Ce qui pourrait être un défi. Mais Miwa s'éloigne l'air ennuyé et pense à s'entraîner avec Lia à l'hôtel. C'est alors qu'une vue à couper le souffle de cerisier en fleurs la captive complètement. Elle se souvient de doux souvenirs de leur enfance et retourne à l'hôtel, pour voir sa mâchoire se décrocher en apercevant Kazuki déguisé s'enregistrer à la réception. Les 2 sœurs commencent immédiatement à s'interroger, et au beau milieu de cela Nico fait aussi son entrée et laisse tomber son sac, complètement choqué. Finalement comprenant, Miwa demande à la jeune femme aux cheveux flamboyants si son tournoi se déroule aussi dans la même ville. Yu arrive, tout satisfait, et commente qu'il est assez étrange que 3 sœurs ne connaissent même pas la destination des autres. Il révèle fièrement que, comme elles ne communiquent pas, il a pris le temps de leur permettre de le faire. Les sœurs commencent à s'emporter en apprenant qu'il leur a réservé la même chambre. Mais Yu fait semblant de leur avoir rendu un immense service, en leur donnant l'occasion d'une bonne discussion entre filles toute la nuit, mettant cela de côté. Elle lui demande ce qu'il fait là, et Yu se déclare leur guide officiel pour le festival, tout en secrètement machinant pour prendre une photo de famille, qu'il le veuille ou non. Cependant, les sœurs s'unissent contre son idée absurde, alors il tente de les convaincre qu'il existe un sanctuaire célèbre qu'elles peuvent visiter pour prier pour la chance. Nico rejette son idée, disant qu'elle n'est pas une ratée comme lui qui a besoin de chance. Mais Yu rétorque que même les meilleurs prodiges d'Hollywood s'y rendent,
car la foi débloque un tout nouveau niveau de confiance. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre après leur journée fastidieuse. Il finit par les convaincre en mentionnant les fruits de mer frais, étant donné que c'est une ville côtière, et cela ne laisse aux filles, surtout Kazuki, aucun choix. Elle dit que c'est pour sa page Insta, et suggère qu'elles aillent faire du shopping pour trouver des tenues stylées. Avec ça, elle se dirige vers un magasin de kimonos que Yu a repéré auparavant, et les commerçantes sont éblouies par l'arrivée soudaine des 3 jeunes femmes. Elles sont enthousiastes et choisissent un kimono au style mature pour Kazuki afin de mettre en valeur son élégance, tandis que Miwa choisit un kimono à thème chaton pour correspondre à sa personnalité espiègle. Mais lorsque Yu se tourne vers Nico, elle est toujours assise là, l'air contrarié, alors il lui demande si elle n'aime pas les kimonos. Il souligne qu'il y a des tonnes de styles. Mais elle grommelle qu'elle ne serait de toute façon pas jolie dedans. La vendeuse lui propose alors une coupe moderne pour mettre en valeur sa personnalité attachante. Mais Nico repense au moment où elle avait souhaité une robe plus féminine, et où leur père ne l'avait jamais laissé acheter quoi que ce soit de féminin. Elle répond sèchement à la vendeuse, mais à ce moment-là, Yu arrive avec un kimono qui respire la féminité absolue, et dit qu'il pense que c'est parfait pour elle parce qu'elle est la fille la plus adorable qu'il connaisse. Nico est touché en plein cœur, et lorsqu'il lui demande de choisir entre les 2 styles, elle les emporte tous les 2 dans la cabine d'essayage, et au moment où elle en sort, les cheveux attachés, tous les 3 sont complètement subjugués par sa beauté envoûtante. Ensuite, cette famille pas comme les autres sort pour profiter de la fête. Miwa mentionne qu'elle commence à avoir faim, ce qui incite Yu à lui rappeler de rester près d'eux et de ne pas s'éloigner trop. C'est alors que la foule reconnaît Kazuki, et en un instant, une foule de gens se précipite vers elle comme une nuée de fans désireux d'obtenir un autographe. Yu espérait que les sœurs se rapprocheraient grâce à cette sortie, mais de la façon dont les choses se déroulent, Kazuki semble être passé en mode professionnel. Alors qu'elle regarde ses sœurs manger avec plaisir, Kazuki ressent brièvement une pointe de nostalgie, mais la repousse rapidement. Simultanément, une fille à proximité, qui manifestement ne s'intéresse pas à Kazuki, presse son amie de la suivre. Cependant, en se retournant, sa sandale se casse, et elle commence à tomber. Avant qu'elle ne touche le sol, Kazuki la rattrape, impressionnant même celles qui n'étaient pas ses admiratrices. Portant la fille dans ses bras, elle l'aide à trouver un endroit pour s'asseoir. Pendant ce temps, Yu a du mal à suivre Kazuki dans cette foule chaotique. Après que Kazuki ait mis la fille en sécurité et se mette à déambuler, suivie d'une foule de fans, quelqu'un qu'elle soupçonne immédiatement d'être un agresseur la pousse violemment dans les buissons. Il s'avère que cet agresseur n'est autre que notre jeune homme. La fille aux cheveux bleus se prépare à faire un scandale, déjà rouge de colère, exigeant des explications. Mais avant qu'elle ne puisse commencer à s'emporter, il la calme tranquillement et lui dit de manger ce qu'il lui a apporté pour qu'elle puisse profiter de la fête. Elle proteste, naturellement, détourne la tête comme un chat boudeur, insistant sur le fait qu'il ne peut pas toujours la soudoyer avec de la nourriture. Mais notre homme ne recule pas et souligne qu'il a vu qu'elle s'était blessée au pied. Sans perdre de temps, il l'examine et constate que c'est en fait une blessure assez grave, avant de la soigner avec précaution. Il lui lance quelques paroles sages sur le fait qu'elle n'a pas besoin de correspondre aux attentes des autres, et qu'elle devrait simplement être qui elle veut être. La rousse termine de panser son pied avec ce calme et cette assurance habituelle, tandis qu'elle reste assise là, silencieusement rouge comme une écolière embarrassée. Pendant ce temps, Nico et Miwa essaient de profiter au mieux de la journée, mais il s'avère que la fille aux cheveux orange est hilarante et désespérément maladroite au jeu de la fête. Son visage devient plus rouge qu'une tomate lorsqu'elle ne parvient pas à attraper un seul saumon, s'agitant comme si elle pêchait les yeux fermés. Soudain, tous 2 se figent en apercevant leur sœur aînée s'approcher, et juste à côté d'elle, Yu, qu'elle a d'une façon ou d'une autre convaincue de porter un masque suspect pour passer inaperçu. Yu propose alors un match, faisant équipe avec Kazuki, tandis que l'autre équipe est bloquée avec Nico et Miwa. Nico lance immédiatement une pique à sa sœur, lui disant qu'elle devrait porter ce masque souriant effrayant tout le temps, car son visage habituel donne l'impression qu'elle est sur le point de s'en prendre à quelqu'un. Kazuki sourit sous le masque, et le match commence. Yu casse son poisson, attrapant d'abord Paddle, puis Miwa, qui accuse immédiatement sa sœur de tricherie car elle n'a même pas entamé le sien. La situation dégénère rapidement, et le défi se transforme en véritable dispute entre sœurs. Yu se retire. Pensant que cela pourrait être un rare moment de complicité déguisée, il s'enfuit pour aller voir une grande compétition qui se déroule à proximité. Il s'agit apparemment de sauter de plateforme en forme de lotus jusqu'à la porte Torii, ce qui ressemble honnêtement à un jeu truqué pour surhumains. Le gagnant obtient non seulement une quantité ridicule de chance, mais aussi un selfie gênant avec le gardien doré du sanctuaire. Les organisateurs sont très sérieux aussi,
affirmant que mettre le selfie comme fond d'écran de son téléphone augmente la chance et allant même jusqu'à donner une étrange garantie. Yu regarde une vieille photo de festival des sœurs et réalise que c'est la même compétition où elles ont déjà gagné et obtenu ce statut photographié, inspiration. Il décide de recréer la scène, espérant réussir l'impossible et atteindre la ligne d'arrivée. Avant même qu'il ne puisse se décider, la foule s'emballe, se précipitant pour prendre le fameux selfie avec la statue. Les uns après les autres, ils échouent lamentablement. Certaines plateformes de Lotus s'enfoncent dès qu'on les foule. Il faut trouver le chemin de feuilles porte-bonheur pour atteindre la porte sans finir trempé, ce qui rend le tout assez similaire à une version grandeur nature de Fall Guys. Les gens sautent et tombent, facilitant légèrement la tâche au suivant pour deviner quelle plateforme tiennent. Plus ils tombent, plus le chemin se dessine, mais les animateurs continuent de sourire comme de méchants personnages de jeux télévisés. Selon eux, ce défi est si difficile qu'il n'a été réussi par personne depuis 10 ans, et les dernières à y parvenir étaient les 3 sœurs prodiges. C'est alors son tour, et il s'enfonce presque instantanément comme si l'univers était parti pour lui dès le début, même si les règles autorisent clairement les gens à réessayer. La plupart abandonnent après avoir réalisé que cela ne vaut probablement pas la peine de perdre son temps pour une photo surfaite avec un jouet en or. Mais Yu reste obstiné et continue à se jeter à l'eau. Le pauvre se blesse au visage, mais il ne songe même pas à reculer, même lorsque la nuit tombe et que la pluie se met à tomber comme un signe divin pour qu'il arrête. Yu refuse toujours d'admettre sa défaite. Les organisateurs finissent par essayer de le convaincre d'abandonner, disant que ce n'est pas vraiment une question d'effort, mais de pure chance, et ils lui proposent même de prendre une photo sans qu'il ait techniquement gagné. Mais Yu finit par penser à la façon dont les sœurs ont probablement gagné en bougeant ensemble comme une seule unité avec un timing parfait, et ce souvenir le convainc de continuer quoi qu'il arrive. Il continue à se lancer sur ces plateformes instables et réussit cette fois à atteindre la porte. Les organisateurs l'applaudissent et l'invitent enfin à prendre le selfie, mais le roux s'enfuit en criant qu'il doit aller chercher des gens. Alors qu'il court pour trouver les sœurs Mikadono, une annonce retentit. Le festival est interrompu à cause de fortes pluies. Trop tard, il s'effondre par terre, se sentant inutile. Les voix des 3 filles résonnent dans sa tête, il se souvient les avoir emmenées là, pensant qu'elles seraient retournées à l'hôtel et qu'il serait de nouveau seul. Mais en fermant et ouvrant les yeux, il les voit, les 3 prodiges, devant lui, sous leur parapluie. Elle lui demande pourquoi il n'est pas revenu et pourquoi il est trempé et couvert de boue. Yu pense qu'elle l'aurait abandonné, mais les filles répondent qu'elles ne sont pas si cruelles. Elle lui demande de les ramener à l'hôtel, le nommant leur chef d'orchestre du festival, et le laisse même partager leur parapluie, expliquant qu'il n'en restait que 3 au stand. Finalement, les 3 sœurs se disputent pour savoir qui partagera le parapluie avec Oliver. Miwa gagne au pierre-feuille-ciseaux et remporte la mise. De retour à l'hôtel, après leur bain, les filles prennent des nouvelles de leur conducteur personnel, et le trouvent dans un état lamentable. Elles lui demandent s'il compte renoncer à la toilette complètement, et c'est alors que le roux avoue timidement avoir oublié de réserver une chambre séparée. Maintenant, tous les hôtels à proximité sont complets et il n'a nulle part où aller. Souriant maladroitement, le garçon dit qu'il va simplement dormir dans un café. Les sœurs le regardent, réalisant qu'il est désespéré, et juste au moment où il s'apprête à partir, Kazuki l'arrête et l'entraîne dans leur chambre. Elles se disputent sur le fait que ce serait une honte pour leur nom et leur profession de laisser un jeune homme attraper froid sous la pluie dehors. Nico souligne même que comme elles vivent déjà ensemble, l'accueillir une fois ne serait pas un grand problème. Le problème suivant qui survient est qu'il n'y a pas de peignoir pour le garçon, car le pauvre garçon a oublié d'en apporter un aussi. Après quelques regards gênés et des moments d'agitation, Yu finit par trouver un peignoir supplémentaire et se précipite pour prendre une douche. Pendant qu'il se lave, il crie derrière la porte, leur disant d'oublier qu'il existe et de simplement passer une bonne nuit. Finalement, les lumières s'éteignent et tout le monde s'installe pour dormir. Mais un nouveau problème survient. Les 3 prodiges ont le cœur qui bat, incapables de dormir. Leur visage reste rouge, sans fièvre pourtant. Le récit revient un peu en arrière, révélant que Yu a réussi sa mission de faire prendre une photo aux 3 sœurs avec la statue. Comme prévu, il a tout gâché en faisant le pitre, ce qui n'a fait qu'amplifier les rires des sœurs. De retour au présent, le garçon, en fouillant avec enthousiasme son sac, ne trouve pas la vieille photo des 3 sœurs. Il découvre en revanche une lettre disant « Elle a repris la photo ». Il sourit, heureux que la photo soit maintenant entre les mains de sa propriétaire légitime, et s'endort en quelques secondes. Voyant qu'il s'est assoupi si vite, les 3 filles se redressent doucement, se demandant pourquoi elles sont encore éveillées. Elles échangent des regards et commencent à parler doucement de combien elles n'ont pas changé. Elles se disputent et rient en évoquant de vieux souvenirs, réalisant que même si elles vivent ensemble,
La vie les a tellement occupées qu'elles ont à peine le temps pour des moments comme celui-ci. Miwa se retourne et examine les photos, l'ancienne et la nouvelle, avec ses sœurs, confirmant qu'elle avait gardé l'original en sécurité. Tout du long, elle rit doucement, pensant à Yu comme un adorable idiot qui s'était donné tant de mal juste pour qu'elles acceptent de prendre une autre photo ensemble. Les trois sœurs remercient le garçon en silence dans leur cœur avant de finalement s'endormir. Le lendemain matin, pendant que les tâches ménagères sont effectuées, Yu consulte les actualités et est surpris de voir des titres saluant les trois prodiges pour leurs résultats exceptionnels, malgré leur soirée passée à faire des bêtises. Le jour suivant, en classe, Yu fantasme sur la façon dont il préparera le dîner pour les trois sœurs à son retour à la maison. Il passe toute la journée à faire les courses et se rend ensuite au manoir Mikadono juste au moment où le soleil est sur le point de se coucher. En ouvrant le portail, il constate que les trois sœurs sont déjà rentrées plus tôt que prévu. Il remarque également une paire de chaussures qu'il ne reconnaît pas. En entrant, il voit les trois sœurs se tenant poliment devant un homme assis calmement sur le canapé. Le moment est un peu tendu car Yu se demande qui est cette personne, mais dès qu'il entend sa voix, il reconnaît immédiatement celle de Monsieur Mikadono et le salue rapidement, se présentant correctement. Monsieur Mikadono présente ses condoléances pour ce qui est arrivé à la mère de Yu, mais l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car, tant qu'il est là, ses talents perdureront. Yu trouve ses attentes trop lourdes pour quelqu'un comme lui, et regarde alors les sœurs Mikadono en se demandant pourquoi elles semblent toutes si sérieuses. Monsieur Mikadono change alors de sujet et demande froidement à Kazuki son rapport de performance. Elle explique rapidement que son emploi du temps est surchargé et qu'elle a un entretien prévu pour demain. Lorsqu'il se tourne vers Nico, elle mentionne avec assurance ses victoires en championnat comme d'habitude et l'assure qu'elle ne ralentira pas. Enfin, c'est au tour de Miwa et elle donne également un rapport parfait. Alors que Yu s'apprête à dire quelque chose, Mikadono se lève et l'interrompt, déclarant que les rapports de performance ont été discutés. Et il s'apprête à partir. Yu l'arrête et lui propose de dîner avec eux, car il avait prévu de cuisiner. Sans répondre, Mikadono s'approche d'un masque posé à proximité. Yu explique qu'ils sont allés à un festival le week-end dernier. Mikadono devient sérieux et demande de qui était l'idée. L'enfant lui raconte avec enthousiasme comment il les y a emmenés, comment les sœurs se sont retrouvées au même endroit, et que c'était le même festival qu'ils avaient visité enfant. Mikadono lève le masque près de son visage, puis reproche à Yu de s'ingérer dans la réussite de sa fille. Yu évoque la chance qu'ils ont eue grâce à cette visite, mais Mikadono réfute, affirmant ne croire qu'au travail acharné et non à la chance. Il s'approche de Yu et lui rappelle durement son manque d'utilité et son infortune, malgré le fait qu'il soit le fils d'une actrice talentueuse. Il casse le masque en deux et traite Yu de personne insignifiante, affirmant que les personnes dépourvues de talent n'ont pas leur place chez lui, tout en continuant à l'insulter et en le saisissant fermement par l'épaule. Les sœurs prennent enfin la défense de Yu. Elles discutent avec leur père, expliquant que même si Yu n'a pas d'accomplissement majeur, il s'occupe de tout à la maison, du ménage à la cuisine, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur carrière. Kazuki ajoute fermement qu'elles ne peuvent parfaire leur talent que grâce à son soutien discret. Lorsque Mikadono questionne le motif de leur défense d'une personne si ordinaire et s'interroge sur sa nécessité, les sœurs rougissent et s'excusent maladroitement. Néanmoins, elles insistent sur leur bonne entente avec Yu et le lien fort qu'elles ont tissé avec lui. Cependant, leur père reste ferme et leur affirme qu'il n'y a pas de place pour les relations amicales au sein de la famille Mikadono. Il leur rappelle qu'elles ne sont plus des enfants et leur interdit d'assister à d'autres festivals. Il leur demande de se concentrer sur l'amélioration de leurs résultats et s'en va. Yu demande calmement s'il peut les rejoindre pour le dîner, mais Nico se retourne et s'excuse gentiment, expliquant qu'elles n'ont plus le temps pour savourer ces délicieux plats. Une semaine passe et tout semble revenir comme avant l'arrivée de Yu au manoir. Mais après avoir rencontré leur père, Yu comprend enfin pourquoi ses filles travaillent si dur à perfectionner leur talent, et tout cela à cause de leur éducation stricte. Il se souvient comment les sœurs ont finalement commencé à s'entendre. Ce soir-là, tout le monde au club rentre chez lui, sauf Nico, qui reste tard pour s'entraîner comme avant. Il s'avère qu'elle rentrait tôt simplement pour dîner, mais maintenant elle est revenue à son emploi du temps habituel. En faisant une pause pour manger, la nourriture lui semble fade après s'être habituée à la cuisine de Yu. Kazuki ressent la même chose en regardant son smoothie sain, plein de nutriments, mais elle n'arrive plus à le boire. Même Miwa semble différente, ses encas habituels ne lui semblent plus aussi attrayants. Les trois filles se sentent bloquées, se demandant pourquoi elles ne peuvent plus reprendre leur ancienne routine. Pendant ce temps, même Yu se sent déprimée et souhaite que les choses puissent revenir à ce qu'elles étaient. Il se souvient de la famille chaleureuse de la série télévisée dans laquelle sa mère jouait, et décide de créer quelque chose de similaire. Cette pensée lui donne une nouvelle motivation. Le lendemain matin, alors que les trois sœurs sortent de la maison,
Nico se rend compte que Yu ne les a pas salués de sa voix joyeuse habituelle, ce qui la rend triste. Plus tard à l'école, à l'heure du déjeuner, Nico ouvre son sac pour prendre une barre protéinée, mais trouve à la place un déjeuner préparé. Son visage devient rouge comme une tomate, et il en est de même pour les deux autres sœurs, chacune découvrant un repas soigneusement préparé. Lorsque les camarades de Nico lui demandent si elle ne va pas le manger et proposent de le partager, elle refuse fermement et dit qu'elle mangera chaque bouchée elle-même. Pendant ce temps, Yu dort sur son cahier, complètement épuisée après s'être réveillée à 4 heures du matin pour préparer leur repas. Plus tard, lorsqu'ils trouvent leur boîte à déjeuner complètement vide, il sourit intérieurement. Sachant qu'ils avaient apprécié le repas. Ce soir-là, les trois sœurs appellent Yu et lui disent sérieusement qu'elles veulent former une cogestion avec lui. Confus, Yu se demande pourquoi elle parle soudainement de navire, mais les sœurs n'ont pas l'air de plaisanter, car elles lui rappellent que leur père l'a menacé de le renvoyer s'il ne faisait pas ses preuves. Elle propose donc que s'il les soutient dans les défis à venir, elles sont prêtes à l'accepter comme l'un des leurs. Elles expliquent ce qui attend chacune d'elles et disent qu'elles ont besoin de son aide pour faire face à tout cela. Enthousiaste à l'idée, Yu promet de leur préparer le déjeuner tous les jours parce qu'elles sont une famille, mais les sœurs le corrigent et lui expliquent clairement qu'il n'est qu'un soutien. Le lendemain, alors que les sœurs Mikadono s'apprêtent à partir pour la journée, Yu leur remet leur déjeuner. Kazuki l'informe qu'elles rentreront vers 19 h, afin qu'il puisse également préparer le dîner. Il envoie les congédier avec ses vœux chaleureux habituels, et pour une raison inconnue, ce simple geste les fait rougir comme des tomates, comme si tout était parfait en ce moment. Plus tard, pendant l'entraînement, Kazuki porte une perruque et tente maladroitement de travailler sur son côté féminin. Mais soudain, deux femmes apparaissent et la surprennent. Pendant que Nico s'entraîne, son téléphone sonne et elle décroche rapidement, apprenant que son entraîneur est de retour d'une tournée à l'étranger et souhaite la rencontrer. Simultanément, la petite Miwa est plongée dans son entraînement, mais se fait déséquilibrer par son entraîneur. Celui-ci lui rappelle calmement qu'il est temps pour elle de choisir la voie qu'elle souhaite suivre. Le soir, de retour à la maison, chacune des sœurs Mikado a beaucoup de choses en tête. Mais dès qu'elles entrent, elles trouvent Yu qui court maladroitement sur un sac de farine, et lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait, il leur explique avec assurance qu'il prévoit d'ajouter des udon à la recette et qu'il veut utiliser de la farine complète cette fois-ci pour réduire la teneur en glucides de leur régime. Juste au moment où il explique tout, il glisse et tombe lourdement, se blessant au passage, ce qui fait un peu rire les filles avant qu'elles ne s'en aillent, précisant qu'elles le rejoindront quand même pour le dîner. Plus tard dans la soirée, à table, les sœurs remarquent que le repas est un peu quelconque aujourd'hui, ce qui les amène à se souvenir que leur père détestait tout ce qui lui semblait ordinaire. Pourtant, dans ce moment calme, chacune d'elles trouve une certaine consolation dans cette simplicité. Plus tard, pendant que Yu fait la vaisselle, Kazuki entre et propose son aide, disant qu'elle essaie de travailler sur son côté féminin. Yu souligne que faire la vaisselle n'a rien à voir avec la féminité, mais elle insiste et participe quand même. Lorsque Yu aborde le sujet de l'audition, Kazuki prend soudainement un peu de panique, avouant que c'est sa première fois dans un rôle féminin, et que c'est probablement pour ça qu'elle est si nerveuse. Juste à ce moment, elle remarque des bandages sur la main de Yu et demande ce qui s'est passé. Yu explique qu'il n'est pas très doué en cuisine et qu'il se brûle assez souvent. Les deux continuent à discuter tranquillement un moment jusqu'à ce que Yu glisse soudainement et se mette à saigner du nez. Kazuki se précipite pour l'aider mais glisse elle aussi, atterrissant juste au-dessus de lui dans une position qui ressemble presque à un baiser. Elle se relève rapidement, et tandis que Yu commence à s'excuser, elle minimise l'incident, disant que ce n'était qu'un accident. Plus tard, en soignant son saignement de nez, Yu ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion pour la jeune fille qui a littéralement embrassé un garçon qui saignait du nez, et qui ne semble pourtant pas du tout dérangé, ce qui lui fait réaliser qu'elle doit être habituée à ce genre de scène sur scène. Cependant, il se sent aussi mal pour lui-même, sachant que son premier baiser a eu le goût du sang. D'un autre côté, lorsque Nico mentionnant la possibilité de pluie, Kazuki allume la télévision pour vérifier la météo, mais tombe sur une scène de baiser. Elle éteint rapidement et demande à Nico de consulter la météo en ligne. Par la suite, elle croise Miwa et trouve sa gelée délicieuse. Miwa explique fièrement qu'elle a été faite pour elle par le nouvel élève, ajoutant qu'elle a une texture douce et agréable. La mention des lèvres perturbe à nouveau Kazuki, qui cogne son café sur la table avant de s'enfermer dans sa chambre, se touchant les lèvres, toujours troublé. Le garçon entre brusquement sans frapper, ce qui la met immédiatement en colère. Yu explique calmement qu'il voulait simplement éclaircir les choses, ajoutant qu'il est certain qu'elle ne voudrait pas gâcher un de ses baisers avec quelqu'un comme lui. Il propose qu'il fasse comme si de rien n'était. Alors qu'il s'en va, Kazuki éclate de frustration, le traitant de crétin pour avoir dit cela. Plus tard pendant son entraînement,
Elle commence à penser que Yu avait peut-être raison, et oublier ce qui s'est passé pourrait vraiment être le mieux pour le moment, car elle doit rester concentrée sur son audition à venir. Elle essaie de répéter son rôle féminin, mais continue d'échouer, car tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent ressemblait plus à un prince qu'à une fille. Lors d'une autre séance, alors qu'elle jouait à nouveau un rôle de prince, elle regarde attentivement la jeune fille avec laquelle elle joue et réalise soudainement ce qui lui manquait dans sa précédente interprétation. Au moment où la scène mène à un baiser, son esprit repense à son accident précédent, et elle recule brusquement, complètement embarrassée. Son metteur en scène l'arrête immédiatement et lui demande ce qui se passe, lui rappelant que tout ce qui arrive dans sa vie personnelle affectera inévitablement sa performance sur scène. Plus tard dans la soirée, Kazuki s'approche de Yu et lui dit que ses entraînements sont devenus plus difficiles ces derniers temps, et qu'elle a besoin qu'il lui prépare un breuvage pour améliorer son endurance. Repas. Alors que Yu se lève et ferme les rideaux, elle lui demande soudainement s'il est libre dimanche. Après qu'il confirme, elle s'approche un peu, et dans un moment de gêne, le regarde dans les yeux et lui dit avec assurance qu'elle aimerait qu'il sorte avec elle dimanche. Yu rougit en l'entendant et commence à se demander s'il s'est mis dans cette situation à cause de ce baiser. Pendant ce temps, les deux autres sœurs écoutent à la porte, et toutes deux rougissent, manifestement prises de jalousie. Miwa a du mal à croire que ce qu'elle entend pourrait vraiment être un rendez-vous, mais Nico lui dit d'arrêter de trop réfléchir, car cela ressemble vraiment à un rendez-vous. Elles se demandent toutes les deux si Yu est d'accord avec cette situation, puis retournent silencieusement dans leur chambre. Une fois qu'elles sont parties, Kazuki tend à Yu une affiche pour une audition de rôle principal féminin et commence à expliquer comment elle a toujours été castée dans des rôles masculins tout au long de sa vie, ce qui lui rend maintenant très difficile de jouer le rôle d'une véritable héroïne. Elle raconte aussi comment son professeur lui a un jour dit que sa vie personnelle finirait par affecter ses performances. Yu comprend rapidement ce qu'elle essaie de dire et réalise que Kazuki veut qu'ils aient un rendez-vous simulé, pour qu'elle puisse mieux s'entraîner à jouer le rôle d'une fille. Il accepte avec joie et lui dit avec un sourire qu'elle peut entièrement compter sur lui. Kazuki lui demande de ne pas le laisser savoir aux deux autres et le met fermement en garde contre toute mauvaise interprétation. Yu lui dit de prendre les choses calmement et ajoute que si elle veut vraiment que ce plan fonctionne, le rendez-vous doit paraître totalement réel, alors il promet de lui organiser le meilleur rendez-vous possible. Samedi matin, pendant que Yu s'occupe de ses tâches ménagères, Nico s'approche de lui et lui demande, sur un ton détendu, s'il a des projets pour dimanche. Yu lui ment, ce qui la met immédiatement en colère. Elle devient jalouse, pensant que le rendez-vous pourrait être quelque chose de très sérieux, et que cela doit être la raison pour laquelle Yu essaie de le cacher. Même Miwa semble incapable de se débarrasser de ses soupçons. Ce jour-là, après qu'elle et Nico soient retournés dans leur chambre, Miwa est discrètement revenue et a surpris une conversation. La dernière partie de la conversation de Yu, où il a dit à Kazuki qu'il l'emmènerait à un rendez-vous extraordinaire. Ce soir-là, pendant le dîner, l'atmosphère est étrange et pesante. Yu fait un clin d'œil discret à Kazuki, espérant lui signaler qu'il est prêt pour le lendemain. Cependant, le moment est surpris par les deux autres filles, qui se mettent soudainement à dégager une aura puissante. Cela effraie considérablement Yu, qui se demande si elle se prépare pour un grand événement ou une compétition importante qui les rend si tendues et sérieuses. Au changement de scène, c'est déjà l'heure du rendez-vous, et Yu attend l'arrivée de Kazuki. Pendant ce temps, Miwa et Nico se cachent derrière des buissons, incapables de se concentrer sur leurs occupations. Elles sont même allées jusqu'à se déguiser de façon amusante pour tenter de rester cachées. Elles observent le garçon avec des yeux envieux et sont agacées par son air joyeux. C'est alors que Kazuki arrive vêtu d'une tenue entièrement féminine, ce qui fait immédiatement battre le cœur de Yu. Elle commence par demander si est en retard, sa voix est un peu trop garçonnière, puis elle se gifle rapidement en réalisant cela et réessaie avec un ton plus délicat, plus jeune fille. Cette fois, elle l'appelle Yu au lieu du traditionnel « nouveau », ce qui le ravit tellement qu'il lui demande avec empressement de continuer à l'appeler ainsi même une fois leur petit rendez-vous terminé. Tous deux se dirigent d'abord vers l'aquarium, ignorant que les sœurs jalouses les suivent secrètement. Observant de loin, les sœurs bouillonnent de rage devant la beauté de Kazuki dans sa tenue féminine. En descendant les escaliers, Kazuki se trompe à nouveau et offre instinctivement sa main à Yu comme un gentleman. Après quelques pas, Yu comprend et lui demande de recommencer le geste, cette fois correctement, tandis qu'il s'assoit pour profiter du spectacle aquatique. Kazuki ne cesse de se demander si elle est assez mignonne. Elle se questionne silencieusement, incertaine de ce que les hommes trouvent adorable. Puis, lorsqu'une éclaboussure soudaine atteint les premiers rangs, elle réagit en protégeant Yu de ses bras. Reprenant son rôle de princesse, Yu soupire et lui dit doucement qu'elle s'est encore trompée, rendant la situation encore plus embarrassante. La foule applaudit et dit à Yu quelle chance il a d'avoir une petite amie si charmante, mais Kazuki ne se sent pas du tout charmante après sa prestation.
Ce qui aurait dû être un rendez-vous parfait commence à se déliter petit à petit. Elle continue à faire des erreurs, comme ne pas savoir qui doit porter les sacs de course, et Kazuki finit avec des pieds douloureux à cause des élégantes sandales féminines qu'elle n'a pas l'habitude de porter. Les deux filles, toujours en observation dans l'ombre, trouvent la scène terriblement gênante et difficile à supporter. Plus tard, alors que Yu s'excuse pour aller aux toilettes, Kazuki aperçoit son reflet dans la glace et soupire, pensant à sa mauvaise journée. Elle se souvient de l'enthousiasme de Yu à l'idée de la sortir et commence à se demander s'il le regrette maintenant. À ce moment précis, un recruteur d'une agence showbiz l'aborde, lui montrant sa carte. Et lui demande si elle a un instant. Kazuki refuse poliment, disant qu'elle n'est pas intéressée, mais l'homme ne se démonte pas facilement, la mettant mal à l'aise tandis qu'elle regarde autour d'elle, se demandant où Yu a disparu, alors qu'elle avait le plus besoin de lui. Quand le recruteur lui saisit soudainement la main et essaie de l'entraîner, Yu apparaît de nulle part et repousse fermement sa main, demandant s'il y a un problème. Le recruteur se moque et demande si Yu est son jeune frère, mais Yu essaie de se montrer mature et insiste qu'ils sont en rendez-vous et que Kazuki sait exactement où elle veut être. À la question de savoir ce que c'est, Yu bredouille, cherchant des réponses et laissant échapper des affirmations de plus en plus absurdes, suggérant même que Kazuki veut devenir une réformatrice au gouvernement. Le recruteur soutient qu'elle ferait meilleure figure comme mannequin, et Kazuki commence à réaliser que Yu est aussi désespéré que d'habitude. Yu déclare soudainement que l'agence ne peut pas l'avoir car il prévoit de l'épouser, bien que le recruteur qualifie cela de bêtises enfantines. Yu répète avec assurance qu'ils seront ensemble quoi qu'il arrive, la foule autour d'eux se tait, ayant tout entendu. Après que le scout est finalement abandonné et soit parti, Yu s'excuse maladroitement et demande à Kazuki d'oublier tout ce qu'il vient de dire, mais à voir son expression, il ne semble pas qu'elle le fera. Il lui prend alors la main, surpris par sa chaleur, et l'entraîne, tandis que les deux sœurs jalouses les observent de derrière avec une inquiétude croissante que cela puisse se transformer en rendez-vous parfait. Après un moment, Yu réalise qu'il tient la main de Kazuki sans même y penser, et maintenant aucun d'eux ne semble prêt à la lâcher. Les gens autour trouvent la scène plutôt adorable, bien que le pauvre Yu soit constamment pris pour le jeune frère de Kazuki. Pour paraître plus romantique, Yu modifie sa prise de main de façon plus appropriée à un rendez-vous, et Kazuki commence à transpirer à grosses gouttes, essayant de comprendre si c'est ainsi qu'une fille est censée réagir dans un tel moment. Pourtant, elle garde la tête haute, convaincue que cela pourrait enfin fonctionner. Et espérant en silence que Yu garde la même énergie. Finalement, tous deux arrivent à un cinéma, et lorsque Kazuki suggère un film romantique, Yu la surprend en lui disant qu'il a tout prévu, et qu'ils verront un film intitulé Astérisque Amour en avril astérisque. Le titre évoque immédiatement quelque chose chez Kazuki, car il mettait en vedette son aîné de la troupe qui avait abandonné les rôles masculins pour des rôles féminins. Ce film avait marqué la première performance de son aîné en tant qu'héroïne à part entière, et Kazuki avait toujours évité de le regarder. Craignant que cela ne révèle comment la transition s'était passée, Yu lui dit joyeusement que le film met en vedette un ancien acteur de la troupe et qu'il espère qu'elle y apprendra quelque chose d'utile. Malheureusement, alors que le film se termine et qu'ils sortent du cinéma, les réactions autour d'eux sont loin d'être aimables. Tout le monde semble se plaindre de la médiocrité de l'héroïne principale et de son manque de charme. Entendant ces remarques, Kazuki se souvient soudain des paroles intimidantes de son père sur la façon dont une vraie un prodige doit pouvoir assumer tout type de rôle avec grâce et succès, et le poids de ses attentes commence à la mettre profondément mal à l'aise. Entre-temps, Yu réalise à quel point il a mal agi, surtout après la prestation décevante de l'aîné de Kazuki dans le film. Cela rend probablement les rôles féminins encore plus intimidants pour elle. Il se reproche mentalement son manque de considération, et même les deux sœurs espionnes, qui suivent le couple de loin, sentent que l'ambiance s'est gâchée. Elle se demande si Yu pourra sauver ce qui reste du rendez-vous. Plus tard, Yu emmène Kazuki à leur dernier arrêt, une grande roue, et insiste pour qu'elle le rejoigne malgré ses hésitations. Les sœurs sont étonnamment impressionnées par ses efforts pour la remonter le moral, trouvant qu'il gère la situation plus habilement qu'elles ne l'attendaient. À ce moment-là, elles entendent deux garçons discuter, affirmant que tout homme qui fait sa demande en mariage au sommet d'une grande roue gagne toujours le cœur de sa bien-aimée. Les trois filles rougissent, et avant que Kazuki n'ait pu assimiler cette idée, Yu la tire doucement vers lui. Le trajet, à l'intérieur de la cabine. Kazuki réfléchit à comment Yu a peut-être été trop loin et se souvient à quel point elle a toujours été différente des autres filles de son âge. Sa grande taille l'a poussée vers le mannequinat très tôt, et elle a été recrutée par la troupe à seulement 6 ans. Si au début elle aimait ce travail, avec le temps, il est devenu une succession de réussites qu'elle devait accomplir. Finalement, l'échec est devenu impossible, et la pression a augmenté lorsque son père a insisté pour qu'elle adopte un rôle plus féminin.
Elle s'imagine échouer et conclut que personne ne soutient un échec, se convainquant qu'il vaut peut-être mieux se retirer de l'audition plutôt que de risquer la disgrâce. À ce moment-là, son regard se porte sur Yu, littéralement secoué par sa peur du vide, surtout avec la mer visible à travers le sol en verre sous ses pieds. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a choisi ce manège, Yu s'écrie que ça devait être un rendez-vous parfait, et Kazuki se souvient soudainement de ce que les garçons avaient dit plus tôt au sujet d'une demande en mariage au sommet. Avant qu'elle puisse rassembler ses pensées, Yu se lève maladroitement, appelle nerveusement sa héroïne et au plus fort du moment, l'appelle par erreur sa héroïne pour toujours. Kazuki demande au garçon de se rasseoir silencieusement et de le regarder trembler et vaciller encore un instant. Kazuki sourit doucement, voyant une fois de plus comment il réussit à échouer, même dans ce qui aurait dû être l'occasion parfaite. Le garçon évoque ensuite délicatement l'idée de trouver de la valeur dans l'échec. Assis à côté d'elle, il commence à parcourir les moments les plus embarrassants de leur rendez-vous, et Kazuki demande s'il essaie de s'humilier volontairement, mais en lui montrant chaque photo, elle observe silencieusement, réalisant que toutes ces scènes maladroites reflétaient en réalité nombre de ses émotions. Yu lui dit qu'elle est peut-être très douée pour exprimer ses émotions, ce qui la fait rougir même si elle rejette rapidement cela comme un prétexte pour masquer son incompétence. Il lui sourit et lui souhaite bonne chance pour l'audition à venir, et bien qu'elle riposte par un sourire narquois, lorsque les deux sortent de la grande roue, presque rayonnants, les filles qui les espionnaient commencent à s'inquiéter de ce qui s'est passé là-haut. Sur le chemin du retour, Kazuki remercie Yu pour ce rendez-vous, avouant qu'elle avait jusqu'à présent toujours joué selon les attentes des autres, mais que pour la première fois, elle se sent libre d'exprimer sa véritable nature. Sachant que des gens pourraient même aimer ses imperfections, Yu lui prend la main et lui dit de se souvenir de cette journée, mais Kazuki retire sa main, affirmant avec fermeté qu'elle ne compte pas sur lui pour réussir son audition. Quelques pas plus loin, elle se retourne brusquement et alors que les sœurs espionnes commencent à paniquer à l'idée d'un baiser, Kazuki se penche près de Yu et murmure doucement que leur baiser précédent était en fait son premier, et qu'elle ne peut faire comme si de rien n'était. Yu recommence à s'excuser tandis que les deux sœurs s'agitent derrière les buissons, désespérées de savoir ce qu'elle vient de dire. Kazuki retire alors calmement sa perruque et déclare le rendez-vous officiellement terminé, expliquant qu'elle doit retourner au théâtre pour une répétition. Plus tard, lorsque Yu rentre chez lui pour préparer le dîner, les deux sœurs qui l'avaient secrètement observé toute la journée pour lui réserver un accueil qui le fasse visiblement rougir. Les filles échangent des regards complices, réalisant que même si Yu a passé toute la journée à soutenir Kazuki, il est toujours celui qui doit les soutenir elles aussi, et elles ne vont pas le laisser l'oublier. Le lendemain, tandis que les sœurs Mikino et Yu marchent ensemble vers leur examen, Yu remarque que même Kazuki semble assez détendue, excepté pour la prodiguée Miwa. Kazuki répond qu'elle n'aime pas bûcher à la dernière minute pendant les examens, bien que Nico semble faire exactement ça. Lorsque Miwa se moque de Nico à propos de ses mauvaises notes, Nico trouve une excuse bancale en disant qu'elle dépense toute son énergie sur ses muscles. Yu propose alors d'aider la prodige des arts martiaux dans ses études, et tous deux se retrouvent étrangement proches car ils sont dans la même classe, ce qui fait rougir les trois sœurs. Alors que Yu explique la signification du mot « soudainement » à Nico, il est brusquement bousculé par un voleur qui arrache le sac à main d'une dame et prend la fuite. Yu essaie de le poursuivre et littéralement supplie de s'arrêter, mais son rythme douloureusement lent n'amuse que le voleur. Juste alors, Nico surgit devant l'homme et lui assène un coup de pied. Le voleur, cependant, semble avoir pratiqué les arts martiaux dans sa jeunesse et utilise ses compétences pour dévier ses attaques avec aisance, tentant même une contre-attaque. Alors que Yu s'inquiète pour Nico, les deux autres sœurs restent calmes, certaines que leur sœur ne sera pas vaincue aussi facilement. Utilisant un mur pour s'élancer, Nico réussit finalement à porter un coup de pied solide et fait tomber l'homme au sol. Elle ramasse le sac à main volé et dit au voleur qu'il est une honte absolue pour les arts martiaux. Entre-temps, une foule se rassemble autour d'elle, et certaines personnes commencent à la reconnaître comme la championne d'arts martiaux. Nico rend le sac à main à son propriétaire, et tandis qu'elle essaie de cacher une contusion, Yu arrive en courant, fouillant rapidement dans son sac pour trouver un bandage. La sœur Mikadono insiste pour que ce ne soit qu'une égratignure mineure, mais Yu dit que même les égratignures peuvent faire mal. Et tandis qu'il soigne attentivement sa blessure, la jeune fille rougit. À cet instant, le voleur se relève et tente de s'enfuir, mais il est brusquement plaqué contre un mur par un garçon nommé Hayato Tatsumi du lycée Iwayama. La foule s'anime, chuchotant que Hayato est un champion national. Les sœurs Mikadono se souviennent avoir souvent vu ce prodige visiter leur maison, et Nico l'appelle son aîné en lui demandant ce qu'il fait là. Le nouveau venu appelle Nico par son prénom, ce qui met Yu mal à l'aise, avant de révéler finalement qu'il est là pour la ramener. Au fil du récit, l'équipe de karaté d'Iwayama est présentée à l'équipe de Seika,
et les deux camps sont prêts à passer la semaine à s'entraîner ensemble. Tous semblent enthousiastes, pourtant l'équipe de Seika s'oppose à la présence de Yu, exigeant de savoir ce qu'il fait là. La scène recule légèrement, révélant clairement que Yu a suivi car il veut surveiller le nouveau venu. Lorsqu'il demande, l'équipe parle de ce jeune prodige, ils lui disent que Nico et Hayato s'entraînent ensemble au même dojo, mais ils le mettent en garde car il attire constamment l'attention de toutes les filles, ce qui irrite les garçons de Seika. À ce moment-là, Nico défie le nouveau prodige à un combat amical, et bien qu'il refuse d'abord, lorsqu'elle insiste, il sourit et accepte, et le combat commence. L'équipe Seika encourage Nico, espérant qu'elle le battra, mais elle commence difficilement. Reprenant son souffle, la sœur Mikadono réalise que son aîné a atteint un niveau supérieur au sien et demande une revanche, mais Yu s'interpose, lui disant d'arrêter, il dit qu'elle est devenue une vraie catastrophe, puis se tourne vers son aîné et le réprimande pour ne pas avoir été plus indulgent envers sa cadette. Plus tard, alors que Nico et Yu passent du temps ensemble, elle essaie d'apaiser son hostilité envers Hayato en lui confiant que cet homme est son héros. Elle explique comment, lorsque Monsieur Mikadono l'a emmené pour la première fois dans un dojo. Elle battait facilement tous les garçons plus âgés, et par vengeance, ils essayèrent plus tard de s'acharner sur elle. Juste avant qu'elle ne soit agressée, elle ferma les yeux, et en les ouvrant, Hayato l'avait sauvée et avait mis tous ses agresseurs hors de combat. Elle ajoute que Hayato est parti au collège, et depuis, ils ne se sont rencontrés qu'aux championnats nationaux, mais il a toujours été une forte source de motivation pour elle. Yu réalise que même Nico a quelqu'un qu'elle admire. À ce moment-là, Hayato apparaît et dit à Nico qu'il a observé attentivement ses capacités et propose de l'emmener avec lui. Tout le monde, y compris Yu, s'inquiète, et lorsque Yu proteste, Hayato explique que son équipe souhaite que Nico le rejoigne dans son école, le lycée Seika. Les garçons s'opposent, soulignant que son équipe est entièrement masculine, mais Hayato répond qu'elle est mixte cette année. L'aîné ajoute qu'il a déjà convaincu Monsieur Mikadono et l'incite à rejoindre l'équipe si elle souhaite devenir plus fort. Il soutient que tous ceux qui l'entourent sont moins forts qu'elle, rendant l'entraînement avec eux inutile pour son développement. Les Seika Boys protestent, affirmant qu'ils ne sont pas faibles du tout, mais ils se taisent lorsqu'Hayato les met au défi de nommer parmi eux quelqu'un capable d'aider Nico à progresser. L'équipe Seika est mal à l'aise car tous réalisent que leur capitaine les a portés jusqu'ici. Nico s'avance pour faire face au grand garçon et lui demande d'arrêter d'insulter son équipe, insistant sur le fait que les entraîner a été un bon entraînement pour elle. Cependant, ses coéquipiers admettent que Hayato a dit la dure vérité. Après avoir accepté qu'il la freinait, Hayato l'invite à nouveau à le rejoindre. La scène se déroule en soirée, et lorsque Nico sort du dojo, Yu la suit, lui demandant s'il peut la raccompagner. En chemin, il lui dit à quel point elle est incroyable, que le meilleur dojo de karaté est venu de si loin juste pour la recruter. Nico répond qu'il n'est pas nécessaire d'en parler, mais l'inquiétude de Yu devient claire lorsqu'il admet que ce qui compte le plus pour lui, c'est de savoir ce qu'elle pense de la proposition. Nico dit que ses sentiments n'ont pas d'importance et explique que l'internat semble parfait pour elle à tout point de vue. L'inquiétude de Yu s'accroît lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'un internat, et qu'elle ne sera plus là. Nico commence à penser à comment son mois d'avant aurait accepté cette chance sans hésitation. Mais ses joues rougissent lorsque ses pensées se tournent vers Yu. Lorsqu'il arrive au portail de sa maison, elle lance soudainement qu'elle veut qu'ils soient ensemble. À cet instant, tout le groupe Seika apparaît en larmes, criant qu'ils ressentent la même chose et ne veulent pas qu'elle parte. Après une brève mais intense démonstration d'émotion, le groupe s'enfuit en pleurs, laissant Nico se demander s'ils sont tous fous. Plus tard, au dîner, Kazuki dit à Nico, sans façon, qu'elle peut utiliser son shampoing et son après-shampoing, surprenant complètement la jeune fille puisque une seule bouteille de ce shampoing coûte au moins 10 000 yens. Nico se souvient comment Kazuki lui avait fait une scène lorsqu'elle l'avait utilisé accidentellement. Même Miwa agit étrangement, offrant à Nico une partie de sa nourriture, alors qu'elle est du genre à ne jamais partager ses plats préférés en aucune circonstance. Plus tard, pendant la vaisselle, Nico se plaint à Yu de la gentillesse inhabituelle de ses sœurs, et Yu lui fait remarquer que la nouvelle de son éventuel transfert au pensionnat est parvenue à tout le monde, si bien que même ses sœurs ne veulent pas qu'elle parte. Après son bain, Nico regarde Yu et se demande pourquoi il ne s'intéresse qu'à ses sentiments sans jamais partager les siens. Elle se rend compte qu'elle veut vraiment être avec lui. Le lendemain, pendant l'entraînement, le groupe Seika a du mal contre l'équipe Iwayama, et elle réalise que si elles ne se renforcent pas, elles vont bientôt perdre leur capitaine. Nico s'approche de son aîné et lui dit sur un ton sérieux qu'elle n'est pas partant. Alors que toute son équipe exulte à cette nouvelle, le prodige semble fortement opposé et soutient que son école offre un meilleur environnement que celle de Seika. Il essaie de lui faire comprendre qu'ils pourraient tous deux perfectionner leurs arts martiaux ensemble. Mais Nico reste ferme, et lorsqu'il lui demande la raison,
Elle rougit seulement. Edo lui dit de venir à son école après la pratique conjointe. Disant qu'il a toujours pensé qu'elle était plus qu'une simple fille, à ce moment-là, une armoire s'ouvre brusquement et Yu surgit de l'intérieur. Surprenant le jeune homme du groupe Seika, agissant avec un sérieux inhabituel, il déclare avoir lui aussi pris sa décision. Il affirme que Nico n'aura pas à quitter l'école s'il y a quelqu'un dont les compétences surpassent celles de Edo, puis il défie le prodige de manière inattendue. Il gonfle sa poitrine et la frappe comme un gorille en déclarant ses sentiments, qu'il veut lui aussi être avec Nico. Ces paroles la font rougir, et Yu annonce qu'il gagnera pour elle, quoi qu'il arrive. Tout le monde le regarde avec un éclair d'espoir avant de reprendre ses esprits et de réaliser que c'est tout simplement impossible. Ils essaient de convaincre le garçon de regarder au moins la différence de taille, mais en voyant sa détermination, tout le groupe Seika commence à le soutenir, disant qu'il est le fils de Subaru AES et qu'il pourrait avoir un tour dans son sac. Quand Edo apprend que Yu est le fils de la grande prodige elle-même, il sourit et remarque que l'académie Seika semble attirer les prodiges. Il précise cependant qu'il n'a pas l'intention de faire de cadeaux au garçon. Même Nico essaie de lui faire comprendre que c'est une tâche impossible pour lui, mais elle finit par abandonner face à sa détermination. En rougissant, le grand Edo accepte le duel et dit à Yu que le match aura lieu le dernier jour des entraînements conjoints, après quoi il emmènera Nico avec lui. Ce soir-là, Yu commence son entraînement avec Nico après. Il a défié le prodige à un match sur un coup de tête. Même Nico n'a pas l'intention de le ménager, car elle sait que son avenir dépend entièrement de Yu. Elle commence son entraînement en lui apprenant le déplacement léger et lui explique que l'arme principale de Edo est son coup de pied à longue portée, donc Yu aura besoin avant tout de vitesse. Alors que Yu se précipite soudainement vers elle pour la prendre par surprise, elle le repousse immédiatement d'un coup de poing et il tombe à plat ventre. Nico lui apporte de la glace pour son contusion, mais Yu maintient sa détermination, même en sachant que les chances sont totalement contre lui. Il lui dit à nouveau qu'il veut être avec elle, et juste au moment où elle commence à rougir comme une tomate, il ajoute qu'il veut aussi être avec ses sœurs, ce qui brise toutes ses attentes. Yu explique qu'il aime leur dire au revoir le matin, et lorsqu'il lui demande pourquoi elle ne saisit pas l'occasion, il la pousse même doucement contre le mur. Elle finit par avouer qu'elle aime aussi ses au revoir du matin, et que ses sœurs la motivent. Elle raconte. Elle ne va pas se répéter, et à ce moment-là, la porte s'ouvre accidentellement révélant que les deux autres sœurs avaient écouté. Kazuki annonce qu'elle est prête à aider Yu à se préparer pour son prochain match difficile, et Miwa dit également qu'elle le soutiendra de toutes les manières possibles. Cela fait sourire Yu qui les remercie toutes les deux avec la détermination de gagner contre Nico, le prodige Edo. Plus tard dans la journée, Nico aide Yu à s'entraîner et lui dit de ne pas se relâcher sur les pompes, mais il se redresse et lui dit qu'il gère, et on découvre que dans son défi à Edo, il a dit qu'il lui était interdit d'utiliser sa main et son pied dominant, ce qui ne fait qu'accroître sa colère, mais Nico admet que cela va considérablement augmenter leurs chances. Le lendemain, lorsque Yu entre dans la maison avec Nico, il trouve les deux sœurs Mikadono déjà là, toutes deux vêtues de jolis tabliers. Nico sursaute et demande ce que cela signifie, et les sœurs expliquent qu'elles voulaient simplement soutenir le jeune homme. Yu apprécie leurs efforts mais ajoute une pointe de moquerie, rappelant à quel point elles étaient maladroites aux tâches ménagères à son arrivée. Les deux sœurs se morfondent aussitôt, et Kazuki précise que le dîner sera un peu plus long que d'habitude. Nico demande alors à ses sœurs pourquoi elles sont si enthousiastes à l'idée de leur préparer un désastre culinaire, mais les deux affichent encore plus d'ardeur, se demandant comment Yu va apprécier le repas une fois qu'il l'aura goûté. Cependant, même après avoir tout donné, elles ne parviennent pas à préparer quelque chose de comestible, et Yu finit par proposer de leur apprendre à cuisiner. Il explique qu'il ne veut pas que tous leurs efforts soient vains, et fait même répéter cela à Nico avant de préciser qu'elle aussi attend avec impatience de goûter leur cuisine. Ceci dit, Yu commence à leur donner des cours. Il s'adresse d'abord à Kazuki, occupé à faire bouillir du chou, et lui explique que la meilleure méthode est d'apprendre la recette par cœur, pour éviter toute erreur. Puis il se tourne vers Miwa et commence à lui enseigner. Lui comment éplucher un légume. En observant les prodiges qui s'y attellent, on constate qu'ils sont tous égaux même dans ce qu'ils font le moins bien. Yu se convainc qu'il ne peut pas non plus se permettre d'abandonner. Lorsque le plat est enfin prêt, Nico est prise de confusion en réalisant qu'il s'agit de son repas préféré et comprend que les deux avaient en fait essayé de le préparer pour elle, même si leur première tentative avait si mal tourné que le plat était méconnaissable. Kazuki dit à Nico de se régaler avant qu'il ne refroidisse, et elle prend une bouchée, la trouvant étonnamment bonne. Pourtant, lorsque Yu essaie de lever sa cuillère pour manger, elle lui glisse de la main car son bras se met à trembler violemment. Se sentant gêné, Yu s'excuse et explique qu'il s'est simplement entraîné trop dur, et à ce moment-là, Miwa lui propose sa cuillère pour le nourrir, laissant les deux autres sœurs complètement stupéfaites. Yu dit à Miwa que le plat est délicieux, ce qui la fait rougir,
et Kazuki n'a pas l'intention d'être en reste non plus et souffle doucement sur la bouchée pour la refroidir puis nourrit elle aussi Yu. Lorsque Yu la remercie, Kazuki et Miwa réalisent toutes deux le plaisir de donner, étant habituellement celles qui reçoivent. Nico est surprise, n'ayant jamais vu ses sœurs agir ainsi. Entre-temps, les deux continuent de nourrir Yu comme s'il était un prince. Plus tard dans la soirée, après l'entraînement de Yu, Nico lui témoigne son appréciation, Kazuki lui apporte une serviette tandis que Miwa lui offre des tranches de citron et du miel pour soulager sa fatigue. Nico est légèrement agacé par les attentions particulières de ses sœurs. Nico s'approche du garçon et lui propose d'arrêter pour la nuit, car il se fait tard. Cependant, le garçon reste motivé et affirme pouvoir continuer. Le lendemain, à seulement 2 jours du grand match, Hayato descend le couloir en se souvenant de l'enthousiasme passé de Nico. Pour elle, la force était tout, pourtant, lorsqu'elle en a eu l'occasion, elle l'a refusé et a décliné son invitation. À cet instant, Nico se place devant lui et le salue d'un simple « salut ». Son senpai lui dit que son esprit s'est affaibli et qu'au lieu de prendre ses propres décisions, elle dépend de ce garçon incapable. Le qualifiant de pathétique, il lui affirme qu'elle n'est pas aussi faible. Hayato s'en va ensuite, déclarant que dans 2 jours, il vaincra le fils de Sabara puis l'emmènera dans son école pour la remettre sur le droit chemin. Ce jour-là, tandis que Nico vous enseigne, elle souligne que ses coups deviennent plus forts, mais ses pensées reviennent sans cesse sur ce que Hayato a dit concernant sa dépendance aux autres. Elle s'excuse auprès de vous de vous avoir entraîné dans ces problèmes, admettant qu'elle est celle qui est censée être la plus forte. Ses pensées tournent autour de Hayato, de son père et de son équipe, qui attendent d'elle qu'elle soit toujours forte. Elle sent que tout le monde la voit comme quelqu'un sur qui on peut compter, et même si elle veut être plus forte, au fond d'elle-même, elle sait que ce n'est pas tout ce qu'elle est. Elle se souvient de sa peur. Ressentait en combattant le grand gaillard et combien elle était tentée par les choses féminines, et maintenant elle entend les voix des gens, et même celle de Monsieur Mikadono résonnant dans sa tête, lui disant qu'elle n'a pas besoin d'être féminine. C'est pourquoi elle est devenue trop indécise pour choisir entre être féminine et être forte, et elle s'est toujours forcée à croire que la vraie Nico Mikadono n'est pas une personne féminine. Lorsqu'elle s'excuse de nouveau auprès de vous de l'avoir entraînée dans ses problèmes, il lui dit que c'est lui qui a défié Tatsumi, mais il ajoute aussi qu'elle a agi de manière bien plus inhabituelle qu'elle ne le réalise, ce qui la touche durement. Vous expliquez que lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, il la pensait monstrueuse, mais après avoir passé du temps avec elle, il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, car elle s'est avérée être maîtrisée et même curieuse de la beauté, de la mode et des fleurs. Nico panique et s'emporte contre lui, criant qu'elle ne lui a jamais demandé de l'espionner, mais vous vous excusez et dites qu'elle était simplement trop forte, et l'avoir ainsi révélé un aspect nouveau d'elle. Comme elle se déconcerte et se détourne, Yu lui dit qu'il n'a jamais trouvé ça bizarre. Il explique qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté chez une personne, et que sa force, mais aussi sa vulnérabilité parfois, c'est la vraie Nico. En entendant cela, elle rougit et lui donne un coup si fort qu'il est projeté contre le sol. Assise un peu à l'écart, gênée, elle avoue qu'elle veut faire ses propres choix, mais confesse aussi qu'elle a besoin de son aide. Alors qu'elle s'explique sur son indécision, Yu s'approche et lui dit qu'ils affronteront Edo ensemble, la priant de tout lui laisser. Le lendemain, Kazuki et Miwa précipitent leur répétition, désireux de terminer vite pour assister au match de Yu. De retour sur le lieu du match, Yu et Nico se tiennent face à Edo. Edo exige des explications de Nico concernant. Elle est là, mais vous avancez avec assurance et demandez 2 matchs au grand patron. Il argue que puisque Edo veut emmener Nico pour la rendre plus forte, si elle le bat, il n'y aura plus besoin de la recruter. Après avoir déclaré cela, il s'incline profondément devant Edo et le supplie de la laisser rester, même s'il perd contre l'un ou l'autre. L'équipe de Nico voit les actions de vous comme peu honorables, mais le champion Edo ne s'excuse pas et accepte la proposition inéquitable. Alors que la foule commence à critiquer vous, Nico s'inquiète et lui dit qu'il se donne l'air d'un méchant aux yeux de tous. Vous, cependant, n'y prête aucune attention, disant que tout cela fait partie de son plan pour la protéger. Vous explique à Nico qu'il sera le premier à combattre et que son but est de blesser suffisamment le champion pour donner un avantage à Nico. Nico le dit plus clairement, demandant s'il compte réellement être un pion sacrifié. Alors que le match est sur le point de commencer, la main de vous se met à trembler de peur. Et Nico accourt rapidement, tenant ses mains tandis qu'elle lui dit d'arrêter d'avoir peur. Quand Yu entre sur le champ de bataille, Edo jure d'emmener Nico avec lui, mais Yu ne montre aucune peur en déclarant qu'il va prouver les résultats de l'entraînement avec Nico pendant toute une semaine. Yu réussit à redonner espoir à tous, et juste au moment où quelque chose semble pouvoir arriver, ses espoirs sont anéantis car le garçon est très violemment battu. Les gens cependant ne le blâment pas puisqu'il ne s'était entraîné qu'1 semaine. Yu retourne auprès de Nico et s'excuse d'avoir si lamentablement perdu.
Elle lui dit que c'était le bon choix de la laisser participer et admet qu'elle réalise qu'il a vraiment fait de gros efforts pendant toute la semaine. Avec ça, Nico marche sur le champ de bataille pour son combat, et ressent une vague de détermination lorsque Yu lui dit de faire de son mieux. Dès le début du combat, Nico porte le premier coup et commence fort grâce à son incroyable vitesse. Elle sait que le seul moyen de gagner est de se rapprocher de son senpai, et elle parvient même apparemment à mettre Edo sur la défensive. Ses coéquipières l'encouragent avec enthousiasme, et celle aux cheveux gris la surnomme soudainement le « foudre de Seika ». Nico commence à s'inquiéter en se demandant pourquoi son senpai ne se bat que sur la défensive. Elle a l'impression qu'il crie qu'il peut déjà prédire chacun de ses mouvements. À ce moment, Edo sourit et lui assène un solide coup de poing au plexus. En observant son combat, Edo réfléchit au style de Nico. Il sait combien elle est rapide et que sa forme de karaté est un exemple parfait de technique de combat. Mais le problème est qu'elle ne s'écarte jamais des conventions, ce qui la rend beaucoup trop prévisible. Nico tente un coup de pied sauté, mais elle échoue, et Edo marque immédiatement un autre point avec un deuxième coup de poing au plexus, la laissant à un seul point de la défaite. Perdant confiance, Nico entend Edo lui dire que c'est assez. La gêne qu'elle ressentait et lui demandant de l'accompagner. Juste au moment où elle s'apprête à abandonner son rêve, tu lui cries de soutien, et tu as même réussi à former une équipe de supporters improvisés, convainquant le groupe Seika de l'importance de sa victoire. Surprise, Nico proteste d'abord, mais elle réalise que cet enfant a toujours été un peu étrange, et elle rit en y repensant. Elle retrouve enfin sa force en se souvenant que tu lui as dit qu'il était normal d'être vulnérable parfois. Trouvant sa véritable identité, elle ressent une nouvelle confiance, et même Edo remarque un changement soudain en elle. Quand Nico le charge cette fois, ses mouvements deviennent imprévisibles, et elle parvient à placer un coup de pied sauté avec une feinte astucieuse. Ensuite, elle simule un direct, saute soudainement, et utilise un coup de revers avant d'enchaîner avec un autre mouvement inattendu. Même l'équipe Seika semble stupéfaite car je n'ai jamais vu Nico réaliser des mouvements aussi habiles auparavant. Vous la regardez sourire pendant le combat alors qu'elle égalise le score face à Edo. À ce moment-là, ses sœurs arrivent, inquiètes de la tournure des événements, et en intervenant, Edo réalise que ce n'est plus la même Nico, mais Nico le rassure en lui disant que cet aspect fait aussi partie d'elle. Sur ces mots, elle place un dernier coup de pied sauté et le met hors de combat. L'équipe Seika explose de joie à la suite de sa victoire remarquable, et Nico se tourne vers Yu, le visage rougissant. Yu se précipite vers elle avec une serviette pour essuyer ses larmes, et elle pose sa tête sur son épaule, demandant doucement si elle a le droit de pleurer après une victoire. Ce soir-là, alors que Edo s'apprête à partir, Nico s'excuse de ne pas pouvoir l'accompagner, même s'il tentait de la recruter pour son propre bien. Edo soupire mais esquisse un léger sourire, disant que tout est fini maintenant. Nico ajoute alors qu'elle n'arrivait pas à croire. À quelle vitesse Yu a perdu et se demande ce qui se serait passé si Edo l'avait affronté seul. Edo admet que le garçon a réussi à le blesser et montre une marque sur sa jambe droite pour preuve. Il explique que Yu s'était concentré sur cet endroit précis, ce qui l'a empêché d'esquiver son coup de pied final et a mené à sa défaite. Avant de partir, il dit à Nico que la seule raison pour laquelle Yu ne voulait pas qu'elle parte est qu'il tient sincèrement à elle. Nico rougit en inventant des excuses. Edo avoue ensuite que même s'il voulait la pousser à devenir plus forte, il avait aussi des raisons personnelles, et finalement avoue qu'il l'aime. Nico ne recule pas et lui dit simplement qu'elle l'aime beaucoup aussi. Voyant cela, Edo s'agenouille, réalisant qu'elle ne l'a pas du tout compris, et lui dit fermement qu'il a des sentiments pour elle. Nico panique et demande depuis combien de temps il ressent cela, et il admet qu'il l'aime depuis toujours. Il lui dit qu'il veut être avec elle. Et lui demande ce qu'elle en pense, mais lorsqu'elle ne peut répondre, il lui dit qu'elle n'a pas à le faire et la félicite pour son progrès avant de partir. Après son départ, Nico réalise qu'elle pourrait avoir des sentiments pour Yu et rougit vivement, balayant rapidement cette pensée, se disant que ce n'est pas son habitude de s'attarder sur de telles choses. Pourtant, malgré tous ses efforts, elle continue à penser à lui et se souvient de ses paroles. Toutes ses facettes font d'elle ce qu'elle est et il n'y a pas de bien ou de mal. Même si son match est terminé, son cœur continue de battre la chamade. Ce soir-là, alors que Nico rentre chez elle, elle est irritée que ses frères et sœurs et Yu l'aient laissée seule, juste après la fin de son match. Mais en entrant, elle découvre que la maison est décorée pour la fêter, et Yu l'accueille chaleureusement. Ils ont préparé une petite fête, et Yu lui demande de patienter un peu car le dîner prendra du temps. Nico remarque que ses mains sont bandées et lui demande de les laisser reposer et de guérir. Mais Yu insiste qu'il va bien, et comme il n'a pas beaucoup participé au combat, il veut au moins lui préparer à manger. Miwa aide Kazuki à mettre la table tandis que Nico pose sa main sur celle de Yu, lui rappelant que c'est lui qui a dit que même les égratignures mineures faisaient mal.
Elle lui demande s'il désire quelque chose pour lui-même et souligne qu'il a beaucoup travaillé pour elle toute la semaine, qu'elle pourrait donc au moins faire quelque chose pour lui. Elle lui dit de nommer n'importe quoi, et elle le fera. Yu, jouant le rôle d'un vilain malicieux, demande si cela pourrait être n'importe quoi et exige qu'elle soit à lui pour une journée entière. Nico proteste, insistant sur le fait qu'elle a des limites, tandis que les deux autres sœurs s'inquiètent de la proximité de Nico et Yu et refusent de les laisser seules. Kazuki trouve rapidement une idée, disant à Yu qu'il peut aussi lui demander une faveur, et Miwa l'appuie. Yu continue de jouer le rôle du méchant, prétendant qu'il pourrait avoir les trois, avant de faire son plus beau visage d'enfant et de leur demander d'aller à un parc d'attractions avec lui. Les trois filles ont des sentiments mitigés, se demandant si Yu agit comme un enfant ou une fille, et Nico demande si c'est vraiment tout ce qu'il veut. Yu explique joyeusement que c'est son rêve d'aller à un parc d'attractions en famille. Les filles craignent que tout le monde puisse prendre ça pour un rendez-vous, étant donné qu'elles sont toutes adolescentes, mais au même moment, le téléphone de Nico sonne, et elle reçoit un appel de leur père. Yu lui prend le téléphone et dit à l'oncle que même les prodiges ont besoin d'une journée ou deux de repos. Il argue que s'ils sont forcés d'être parfaits tout le temps, il y a de fortes chances qu'ils soient épuisés quand cela compte vraiment. Il le presse d'être courageux et d'accorder à ses filles une pause bien méritée, lui rappelant le dernier événement où ils s'étaient fâchés et insistant sur le fait qu'une pause leur serait cette fois véritablement bénéfique. Monsieur Mikadono dit froidement à Yu de rendre le téléphone à Nico, et le pauvre garçon devient immédiatement un grand peureux. Il dit ensuite à sa fille qu'il a récemment appris sa victoire contre Ayato, le meilleur karatéka lycéen du pays, et avoue qu'il n'a jamais. Elle pouvait gagner même lors d'un match non officiel. Il ajoute que s'il pensait autrefois qu'elle devrait aller à l'école d'Ayato, il voit maintenant que ce n'est pas nécessaire. Il la félicite, et Kazuki explique que c'est uniquement parce qu'elle a dépassé ses attentes. De ce fait, il prend en compte les paroles de Yu pour une fois et leur accorde un jour de congé. Yu est ravi et annonce qu'ils iront au parc d'attractions dimanche prochain. Le lendemain, les trois sœurs ne pensent pratiquement qu'à ça, complètement absorbées par le voyage à venir. La scène change, le jour arrive enfin, et Yu attend les trois sœurs. Miwa arrive la première, se cachant les yeux et demandant s'il peut la reconnaître. Yu la reconnaît immédiatement et remarque qu'elle a clairement essayé de surpasser ses sœurs en élégance. Il lui dit que le style décontracté lui va très bien, ce qui la fait sourire. Quand Kazuki arrive, elle est tellement déguisée que même Miwa ne la reconnaît pas, et Yu avoue qu'il aime son nouveau. Regarde, faisant rougir Kazuki. Juste au moment où la troisième sœur apparaît, plus éblouissante que jamais, et tout la regarde. Kazuki la taquine, lui demandant pourquoi elle s'est maquillée autant. Pendant que les sœurs se chamaillent, Yu se tourne vers Nico et lui dit qu'elle est magnifique, la faisant rougir tandis qu'elle avoue avoir acheté ses vêtements il y a longtemps, mais les avoir toujours gardés au fond de son placard. Comme elles sont toutes là maintenant, Yu propose qu'elles entrent immédiatement. Les trois sœurs le regardent, chacune imaginant secrètement comment faire craquer le garçon. En entrant, elles arrivent à la maison hantée, et Yu et Kazuki semblent tous deux impatients d'entrer. Yu soutient que puisqu'il s'agit d'une collaboration avec le film d'horreur le plus effrayant, l'expérience doit être palpitante. Pendant ce temps, Miwa et Nico comprennent rapidement que Kazuki doit essayer de la faire passer à autre chose avec Yu, comme elles le font, et Kazuki les regarde en retour, déterminée à être la première à conquérir le cœur de Yu. Elle promet de montrer à quel point elle a parfaitement maîtrisé son rôle d'héroïne, comptant jouer la terreur absolue en s'appuyant sur lui comme une véritable tragédienne. Cependant, dès qu'ils entrent, Kazuki oublie complètement son plan. Dès que des gens tentent de l'effrayer, elle se met à commenter le jeu de l'acteur, oubliant totalement qu'elle n'était pas là pour faire de la critique. Elle essaye de faire monter les larmes aux yeux et s'accroupit, prête à s'approcher de Yu, mais en regardant autour d'elle, il a disparu. Finalement, lorsqu'elle le retrouve, le garçon est assis, complètement figé et très effrayé par ce qui se passe. Elle tente de le réconforter en lui expliquant que tout est fictif et qu'il ne doit pas avoir peur, mais Yu trouve immédiatement une excuse en parlant d'une chute à cause de l'obscurité et lui demande de faire attention où elle met les pieds. À ce moment-là, des mains surgissent soudainement du mur, et il panique instantanément, laissant Kazuki jouer le rôle réconfortant qu'elle voulait initialement que Yu joue. Pendant ce temps, les deux autres sœurs attendent anxieusement dehors, inquiètes que Kazuki s'accrochait à lui à chaque occasion. Mais à leur retour, ils trouvent Yu porté sur le dos de Kazuki, et au lieu de rougir, Kazuki est plus pâle qu'un fantôme. Yu s'excuse auprès de Kazuki de paraître ridicule, mais avoue être heureux qu'elle soit venue avec lui. Disant que le fait de s'accrocher à son dos l'a calmé, Kazuki perd lamentablement la bataille, finissant par rougir le premier, tandis que Miwa sourit en coin, réalisant que sa sœur est la plus faible d'entre elles, et commence à planifier comment elle tentera ensuite de gagner le cœur de Yu. Un peu plus tard, lorsqu'il arrive aux montagnes russes, Yu demande à Miwa si elle veut monter,
et elle accepte rapidement, bien qu'elle admette qu'elle n'aime pas trop les attractions effrayantes et lui demande de s'asseoir avec elle. Kazuki fait remarquer qu'elle voulait aussi y aller, mais s'inquiète que sa perruque ne se défasse, et Nico refuse également. Alors que Miwa est assise avec Yu dans les montagnes russes, elle rit silencieusement, réalisant qu'elle a menti en disant avoir peur et qu'en réalité elle adore les attractions rapides. Pendant ce temps, Yu n'a pas l'air très à l'aise assis à côté d'elle. Miwa rêve, faisant comme si une jeune fille sans défense, forçant Yu à la tenir. À la fin du manège, elle feint le vertige et demande à Yu s'ils peuvent s'asseoir sur un banc, mais il a encore disparu. Elle le trouve allongé sur un banc et accourt vers lui, lui demandant pourquoi il est là. Yu avoue avoir toujours eu peur des manèges et n'avoir participé à celui-ci que pour être avec elle. Miwa rougit, lui offre un coussin sur ses genoux, devenant rouge écarlate et complètement désemparée. Ensuite, Nico semble déterminée à conquérir le cœur du garçon en l'emmenant sur les tasses tournantes. Elle prétend aimer les attractions où l'on contrôle la vitesse, faisant semblant de maîtriser la situation, mais au fond, elle prévoit d'utiliser sa force pour faire tourner la tasse plus vite qu'une machine à laver et ainsi gagner le cœur du garçon. Assis dans la tasse, Yu exerce un peu trop de force et manque de percuter Nico. Elle crie, et lorsqu'il s'approche trop près, elle le repousse d'un coup de poing, mais le retient à peine. Par la nuque, les deux sœurs qui regardent comprennent que Nico n'a jamais vraiment eu sa chance. Après un échec cuisant, les filles essaient maintenant de faire rougir le garçon pendant qu'il mange. D'abord, Miwa prend un petit grain de quelque chose sur le visage de Yu et le met dans sa bouche, espérant qu'il rougisse, mais il lui fait la même chose, laissant Miwa complètement rouge. Ensuite, c'est le tour de Kazuki, et elle apporte une boisson avec 2 pailles, espérant siroter avec Yu, mais au moment où il prend une gorgée, elle lui crie de reculer et gâche à nouveau son plan. Enfin, c'est au tour de Nico, mais elle finit par tellement aimer les churros qu'elle oublie complètement ses intentions et remercie Yu de l'avoir aidé à les goûter. Aucune des sœurs n'a réussi à faire aboutir ses plans, et il était enfin temps de rentrer à la maison. Les filles se demandaient pourquoi Yu leur avait demandé de venir alors qu'il ne pouvait lui-même gérer aucune des attractions, ce qui leur fit réaliser qu'il voulait peut-être simplement venir en famille. Nico prend son téléphone et prend un selfie, lui demandant de le garder en souvenir. Elle admet avoir passé un excellent moment et convient que sans lui, elle ne serait jamais venue. Les 2 autres sœurs félicitent également le garçon, lui disant qu'il a été un formidable soutien. Toutes 3 le remercient, ce qui le fait rougir, et les sœurs réalisent combien cela a été facile, alors qu'elles avaient jusqu'alors essayé des plans compliqués qui se sont soldés par un échec total. Dans le train du retour, Miwa aperçoit une affiche la montrant face à Sakurai Tom et se dit qu'elle ne veut pas rentrer tout de suite. Le lendemain matin, Nico et Kazuki se sentent plus motivés que jamais, et les sœurs se rappellent combien il est important de se ressourcer de temps en temps. À ce moment-là, Yu arrive en courant et souhaite une bonne séance d'entraînement aux sœurs Mikadono. Elles répondent en parfaite synchronisation, ce qui les fait toutes les 2 rougir. Après leur départ, Yu retourne à ses occupations quotidiennes, se souvenant que Miwa est partie tôt aujourd'hui. En apercevant son sac sur une étagère, il panique en réalisant qu'elle a oublié son déjeuner. Sachant combien elle aime manger, il décide de le lui apporter, se demandant si le match d'aujourd'hui est si important qu'elle n'a même pas pensé à emporter de quoi manger. En chemin, Yu croise une grande lectrice et la trouve un peu étrange car il est rare de voir quelqu'un lire en marchant par une journée ensoleillée. Elle se cogne la tête à un poteau électrique, et juste au moment où elle semble sur le point de trébucher sur des pavés en travaux, Yu se précipite vers elle, mais elle le contourne. La jeune fille le remarque et lui demande s'il a besoin de quelque chose. Yu constate combien elle a transpiré sans même s'en rendre compte, alors il lui offre une prune séchée. Il lui explique que cela lui permettra de récupérer le sel, la vitamine C et les minéraux perdus à cause de la transpiration, lui conseille d'en manger une, puis s'enfuit. La jeune fille se demande qui transporte des prunes séchées par ce temps-ci, mais sort ensuite une prune de sa propre poche et réalise que le garçon est comme elle. Yu arrive enfin au centre de shogi, où il assiste à sa toute première partie. Il aperçoit Miwa à son échiquier et la trouve plutôt impressionnante, si calme et concentrée. Yu demande à l'homme à côté de lui si Miwa est en train de gagner, mais l'homme lui demande plutôt qui il est. Il explique ensuite que Miwa est une championne et que, bien que ses compétences soient de loin supérieures, son adversaire est venu préparé à contrer son style, ce qui la met sous pression, mais qu'elle a encore une chance de revenir dans la partie. Yu la regarde, tendu mais totalement concentré, et il réalise qu'il serait difficile de l'approcher pendant la partie. La partie continue jusqu'à ce que l'homme s'anime soudainement, soulignant l'habitude de Miwa de se lécher les lèvres lorsqu'elle est sûre de sa victoire, précisant qu'une fois qu'elle fait ça, son adversaire n'a plus aucun moyen de riposter. Cela arrive exactement comme il le dit, et son adversaire concède la victoire à Miwa. Elle pousse un soupir de soulagement, et Yu se précipite vers elle avec un sourire qui la fait rougir.
Mais lorsqu'il lui dit à quel point elle avait l'air élégante comparée à son apparence à la maison, Miwa se plaint que son commentaire est plutôt impoli. Quand Yu plaisante en disant qu'il aurait dû la prendre en photo, Miwa proteste vivement qu'elle ne veut pas que les gens la voient et explique qu'elle déteste être perçue comme quelqu'un de « cool ». Puis elle lui demande ce qu'il fait là. Yu sort son sac à main et dit que jouer au shogi l'épuiserait, alors il lui a apporté plein de petits plats. Après lui avoir remis son déjeuner, il s'apprête à partir, mais Miwa l'arrête et lui demande s'il veut manger ensemble. Yu trouve ça mignon et lui dit qu'il va juste acheter quelque chose à proximité, mais avant qu'il ne puisse le faire, la jeune fille d'avant s'engouffre, lui arrache son sac, et insiste pour avoir trouvé la raison des mauvaises performances récentes de Miwa. La scène change avec la nouvelle fille qui se joint maintenant au repas, bien que Miwa soit clairement mécontente qu'elle lui ait volé son déjeuner. Comme l'histoire revient en arrière, la fille affirme qu'elle n'arrive pas à croire que Miwa est un garçon qui cuisine pour elle et le blâme pour ses récentes. Se débat, déclarant qu'elle va confisquer le déjeuner, mais Miwa lui arrache le sac. La jeune fille fait alors une scène, prétendant que sa plus grande rivale se dispute un banal boîte à déjeuner, et Yu, entendant le mot rival, s'illumine d'excitation et déclare qu'elles seront les meilleures amies et aussi rivales. La nouvelle fille s'emballe et se présente comme la rivale éternelle de Miwa, Sakura Jatom, mais Miwa ne prend pas cela au sérieux car elle soutient qu'elle gagne toujours tous leurs matchs, même les privés, et souligne que Sakura ne l'a jamais battue. Sakura réplique, admettant que même si le taux de victoire de Miwa n'a pas baissé, elle ne la voit plus à son plein potentiel, rappelant que la vraie Miwa anéantirait normalement son adversaire en quelques secondes. Elle continue de crier que Miwa n'est pas dans sa forme habituelle jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle, puis déclare qu'elle a enfin gagné le droit de la défier et lui dit qu'elle est finie. Yu, cependant, remarque seulement à quel point Sakura semble apprécier Miwa, et Sakura justifie cela en disant que, étant sa rivale, elle est obligée de l'étudier en profondeur. Après cela, elle continue de les suivre et finit par se joindre à elle de force pour le déjeuner, prétendant que cela fait partie de son observation. Miwa essaie de l'arrêter en disant qu'elle ne peut pas partager son déjeuner avec elle, mais Sakura se vante d'avoir apporté le sien, et au moment où elle ouvre le couvercle de sa boîte, tout le monde est submergé par une matière noire qui en émane. Miwa a l'air horrifiée et demande si elle va vraiment manger des déchets, mais Sakura insiste sur le fait que ce sont des œufs frits, et explique que comme elle est occupée par ses recherches scientifiques, elle ne se soucie pas vraiment de l'aspect de son déjeuner. À ce moment-là, un chien aboie et renverse le déjeuner de Sakura, la faisant se précipiter pour le rattraper, mais alors qu'elle trébuche, Yu la suit rapidement et la rattrape avant qu'elle ne tombe. Il l'aide à se relever et lui demande si elle va bien, ce qui fait rougir Sakura tandis que Miwa reste bouche bée avant d'exploser de colère. Sentant la pression, Sakura gifle soudainement Yu et l'accuse d'être pervers, déclarant que si elle a des ennuis à cause de ça, elle lui en fera porter toute la responsabilité. Yu lui tend alors la boulette de riz qu'il avait également réussi à attraper, et tandis que Sakura le remercie d'abord, elle se met immédiatement en colère à nouveau, arguant qu'elle ne peut absolument pas la manger. À ce moment-là, Miwa remarque quelque chose d'étrange, soulignant à quel point Yu et Sakura se ressemblent. Miwa demande combien de temps Sakura prévoit de rester accrochée à Yu, et Sakura rétorque que cela ne la regarde pas et qu'elle devrait plutôt se concentrer sur sa propre stratégie de match. Miwa rétorque qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire, tandis que Yuri, commentant que Miwa avait toujours semblé si seule à l'école, mais qu'ici, elle avait l'air vraiment cool. Alors que les deux filles continuent de se disputer, Yu ne peut s'empêcher de voir leur lien comme une amitié attachante. Miwa, agacée, cesse de pincer. Les joues de Sakura sont rouges et elle insiste auprès de Yu qu'elles ne sont pas amies du tout, tandis que Sakura acquiesce immédiatement et dit qu'elles sont rivales. La dispute recommence, et Yu les observe toutes les deux avec le sourire. Sakura est devenue une joueuse professionnelle de shogi dès sa première année de lycée, mais elle restait une personnalité atypique parmi les prodiges. Elle poursuivait ses vastes recherches, qui montraient de réels progrès, et elle était du genre à tout donner avec une volonté de faire pour se frayer un chemin jusqu'à la finale. Miwa, quant à elle, était devenue la plus jeune titulaire d'un titre et n'avait jamais perdu contre Sakura. Leur niveau était clairement différent, et personne ne considérait jamais Sakura comme sa rivale, sauf Sakura elle-même. Une semaine plus tard, le jour du premier match du tournoi pour le titre arrive enfin. Yu essaie de sortir en douce tôt le matin pendant que Miwa dort encore, mais dès qu'il sort, il trouve les deux autres sœurs également présentes. Elles se demandent toutes pourquoi les autres sont levées si tôt, pour finalement réaliser qu'elles étaient toutes espérant visiter un sanctuaire et prier pour la bonne fortune de Miwa. À leur arrivée, ils sont surpris de voir Sakura déjà présente. Yu demande si elle est aussi venue prier, avouant n'avoir jamais imaginé que quelqu'un comme elle, qui passe tout son temps à faire de la recherche, puisse avoir une telle foi. Sakura répond que, même si elle déteste l'admettre,
elle est en réalité inférieure à Miwa, et qu'elle est donc prête à saisir toutes les chances pour gagner le match. Elle demande ensuite à Yu qui il est, et Yu explique sa situation, lui disant qu'il travaille comme leur soutien. Devant la surprise de Sakura, Yu ajoute que, étant si ordinaire, c'est la seule chose qu'il sait bien faire. La jeune fille proteste contre le rôle de soutien de Yu, disant qu'il n'est pas juste qu'il se contente de faire les tâches ménagères et de vivre comme un personnage secondaire quelconque. Elle lui dit que les projecteurs ne sont pas réservés qu'aux génies, puis affirme qu'elle est l'héroïne de sa propre vie et refuse d'abandonner son ambition. Elle ajoute qu'elle a autrefois pensé être semblable, mais réalise maintenant son erreur. Elle s'éloigne ensuite en déclarant qu'elle sera la gagnante. Pourtant, alors qu'elle tente de partir avec tant de sérieux, elle trébuche quelques pas plus loin, prouvant à quel point elle peut être maladroite. Tout comme Yu, cela est confirmé lorsque Yu se précipite pour l'aider, mais trébuche au même endroit et tombe sur elle. Les deux sœurs crient de surprise, tandis que Sakura repousse rapidement Yu, lui criant de s'éloigner. Yu lui dit que cela prouve seulement à quel point elles sont vraiment semblables, ce qui fait rougir la jeune fille comme une tomate. Ne supportant plus Sakura, les sœurs libèrent leur aura puissante en priant pour que Miwa écrase complètement son adversaire lors du match. Sakura se relève alors précipitamment et s'enfuit, disant qu'elle n'a pas de temps à perdre car il lui reste un dernier effort à faire. L'histoire avance, le match entre la championne en titre et Sakura a déjà commencé, et toutes deux ont l'air extrêmement sérieuses. Pendant que Yu est rivée à l'écran de son téléphone, les deux autres sœurs lui disent tranquillement qu'il n'y a pas besoin d'être si tendu puisque le tournoi est au meilleur des 5 manches, ce qui signifie que le match d'aujourd'hui ne décide de rien. Yu secoue la tête et explique que le format a changé à cause d'un problème d'organisation inattendu, le transformant en compétition à court terme où la première partie a maintenant un véritable enjeu. Même après avoir entendu cela, les deux sœurs restent calmes et lui rappellent que Miwa n'a jamais perdu contre Sakura. Après un moment, tous les trois sont assis ensemble, regardant l'écran avec nervosité. Yu rapproche les sœurs, les encourageant à continuer à regarder avec lui, mais les deux s'éloignent à nouveau, insistant sur le fait que leur sœur ne perdra de toute façon pas. Mais ensuite, à la surprise générale, Miwa finit par concéder la première manche. Yu commence à paniquer, mais les sœurs essaient de le calmer, ce qui fait penser à Yu qu'elles sont assez fortes pour s'être déjà préparées à la possibilité d'une défaite. Cette illusion ne dure pas longtemps, car lorsqu'elles retournent dans leur chambre, leur réaction raconte une histoire complètement différente. Yu commence à préparer le dîner et personnalise tout le repas sur le thème du chat, disant que c'est pour remonter le moral de Miwa. À son retour, Yu l'accueille chaleureusement, et les deux sœurs essaient également de la réconforter, mais Miwa insiste sur le fait qu'elle n'est pas d'humeur à dîner. Lorsque Yu lui demande si elle n'a pas faim, elle explique qu'elle doit se concentrer sur ses recherches pour son prochain match et s'enferme dans sa chambre pour la nuit. Après des heures d'études, elle se rend compte qu'elle aimerait un peu de sucre, mais ne trouve rien, pour découvrir ensuite que ses sœurs ont discrètement laissé des douceurs devant sa porte. Juste au moment où elle tend la main pour les prendre, elle sursaute au bruit de nez de Yu qui dort près de la porte. Elle lui dit d'aller dans sa chambre, mais Yu répond qu'il l'attendait car la collation qu'il avait préparée nécessitait une dernière touche. Il l'emmène dans la cuisine et lui présente une gourmandise de fin de soirée, une boule noire ronde faite de son chocolat préféré. Il termine ensuite en y versant du chocolat chaud. Alors que la coque fond, un tas de minuscules formes de chat apparaissent à l'intérieur, ce qui illumine les yeux de Miwa. Elle rougit et dit qu'elle le mangera avec plaisir sans se soucier le moins du monde des calories. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci de regarder et à la prochaine.